Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans les sphères de la bande dessinée américaine et de ce qui en découle. Et bien entendu, pour faire ce podcast, je ne serai pas tout seul, puisque Corentin est avec moi. Mais oui, c'est moi. Bonjour Corentin. Et non pas l'autre. Ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Je te remercie de prendre ce temps de venir faire ce podcast avec moi. En même temps, ça fait quand même quelques années maintenant que tu viens pour faire des podcasts. On continue cette aventure joyeusement. Joyeusement ensemble. Bah ouais. Parfois c'est des programmes chargés. C'est un été qui sera chargé en émission. Vous le savez, là, on a fait un trio vraiment pas mal avec un bilan de mi-2026 avec François de Urban Comics. On a fait le point sur la situation de Bliss Edition avec la crise de Macassar, et après on a reçu Juliette dans notre format Nos Amis les Libraires. Donc voilà, plein d'émissions pour aller aux côtés des gens qui font le milieu du livre en France. On espère que ça vous plaît d'avoir toutes ces émissions instructives, et nous sommes de on-screen aussi. Il y a plein de on-screen là. Alors je les ai pas encore mis en ligne. Les deux, voilà, il y a 2 podcasts sur Spider Noir et sur Supergirl qui ont été enregistrés, mais vous avez ce front page un petit peu en amont, mais les on-screen arrivent juste après. Sachant que aussi dans le programme de la semaine qui arrive tout prochainement, il y a de nouveau aussi un gros état des lieux du marché de la BD et du comics avec Xavier Gilbert. Un gros état, effectivement un gros état. Mais moi, j'accorde comme je veux un gros état des lieux du marché de la BD et des comics en 2026 avec Xavier Gilbert. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, donc bref, vous avez largement de quoi vous occuper cette semaine. En attendant ensuite, après l'avalanche d'actualité de la San Diego Comic Con. Et les big news qui vont revenir. Et oui, c'est un cycle sans fin. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a toujours plein de choses à discuter. Mais en attendant, on va simplement remercier notre sponsor et partenaire Pulps.fr. Enfin, Pulps dans son ensemble, mais particulièrement Pulps.fr, puisque c'est sur ce site que vous pouvez commander des comics en VF, en VO. Vous pouvez même prendre des bandes dessinées et des mangas si vous préférez. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce partenariat, c'est qu'on vous propose chaque mois une sélection de comics à prix de lancement. Et on peut vous le dire déjà, la sélection du mois de juin, elle était canon. Et celle-là, celle de juillet, elle est chaude, bouillante, puisque on vous propose de vous procurer pour 2 € seulement les premiers numéros du Doom Patrol de Darcy Van Poelgeest et Nico Henrichon, de Carman Blade, la nouvelle série en creator owned du même Darcy Van Poelgeest avec Ian Bertram, et enfin Tales of Wonder, le nouveau titre en solo de Steve Skroce. Que du bon, que des bons artistes, que des propositions qui ont l'air très 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 cool. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description de ce podcast. Et bien entendu, on remercie également notre valeureuse First Print Army. Vous êtes 145 à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est 5 personnes du goal des 150 qu'on vise toujours. Est-ce que c'est pas le plafond de verre en fait, 145? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, on peut remercier déjà Wearline qui a rejoint, qui nous a fait un tip depuis le dernier front page, et aussi Margot qui nous a également fait un tip. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, et n'hésitez pas à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que je vois les statistiques d'écoute. Je sais que vous êtes très nombreux, bien plus que 145. N'hésitez pas, si vous pouvez, à nous faire un don pour qu'on puisse continuer de faire ces podcasts sur le long terme. Mais en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route. On ne pourrait pas faire ça sans vous. Carrément. Bientôt l'anniversaire. Bientôt les 6 ans complets. Ouais, tu le crois ça? Oui, je le crois. C'est super vite. Je le crois. C'est ça qui est terrible, c'est que le temps. Blé a eu le temps de faire une BD entière depuis, donc ça quand même veut bien dire qu'il s'est passé beaucoup de temps. Oui, c'est vrai également. Il y a eu plein de gens qui ont eu le temps de faire plein de BD depuis ce début-là. Cullen Bunn notamment en a fait 60. C'est ça. Jeff Lemire en a fait 230. Voilà. Et Tom King a écrit 12 séries télé entre temps. Donc, on va pouvoir commencer la revue d'actualité. Alors justement, puisqu'on parle d'artistes, un petit point sur de l'événementiel. Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais moi ça fait quand même depuis je crois 2023 que en général en octobre j'essaie de me rendre à Bruxelles, pas pour boire de la bière, mais justement parce qu'il y a il y avait la Heroes Comic Con, qui est donc une convention de pop culture organisée par la même société qui s'occupe également de faire Facts en avril. Facts, vous connaissez normalement si vous suivez First Print, puisque à chaque fois je ramène des bêtes d'interviews, parce qu'en fait ils ont des bêtes d'invités, et Heroes World c'est à peu près la même chose. Ils ont à chaque fois des bêtes d'artistes invités sur leur salon.
long. Et donc là, ils changent de nom. Ils s'appelleront plus Heroes Comic Con, mais Heroes World, parce qu'en fait, ils intègrent dans l'ensemble de leur festivité aussi une autre partie de leur festival qui s'appelle Made in Asia, qui est dédié donc à la culture asiatique, et il y a du jeu vidéo également. Donc c'est vraiment un ensemble. C'est dans le centre de convention de Bruxelles, donc c'est assez immense. Et par contre, ben voilà, toujours il y aura des artistes invités et des auteurs même, puisqu'en l'occurrence là on va avoir Garcenis quand même, qui est pas là, qui sera juste à Bruxelles. Donc franchement. Avons-nous besoin de rappeler qui est Garcenis? Je pense quand même que vous le connaissez. Ça devrait aller. C'est The Boys, c'est Preacher, c'est le Punisher, mais c'est aussi des créations indé récentes plutôt fun comme Marjorie Finnegan, The Kids, Freddy the Fix. On aura Jim Chung. Qui sera de passage, dont on a eu une actualité récemment puisqu'il a fait cette année le Batman Wonder Woman The Truth, qui arrivera donc en fascicule chez Urban Comics en VF d'ici cet automne. Donc peut-être qu'il sera sorti qu'on pourra se le faire dédicacer. Il y aura Phil Noto. Trop bien. Phil Noto, dessinateur en peinture numérique absolument splendide, qui avait virtuose, voilà, qui avait fait The Variants récemment avec Gail Simon, qui était vraiment une petite aventure de Jessica Jones qui était vraiment sympathique, qui avait fait un Daredevil pour le Mary Jane Face It Tiger aussi là. Ouais, et que t'avais eu sur Daredevil Echo aussi de mémoire. Absolument. Qui était vraiment pas mal dans les travaux assez récents. On aura Michael Lark. Il a fait aussi le Black Widow j'ai oublié son nom, mais il a fait une Black Widow à l'époque de Marvel Now qui était extraordinaire. Ouais, mais il y aura donc Michael Lark, bien sûr, de Gotham Central, de Lazarus aussi. Donc il y aura déjà tout ça, c'est déjà du beau nom. Il y aura Ron Martz, grand scénariste de comics, Cosmic, avec voilà pas mal de Cosmic, de Silver Surfer, de Green Lantern à son actif. Torunn Grønbekk, l'autrice qui avait épaulé Jason Aaron sur son Punisher, sur son Thor, qui avait repris un peu la direction de Jane Foster, Valkyrie, tout ça. Black Widow aussi. Qui avait fait du Black Widow, qui avait fait du Carnage, du Valkyrie. Ça, je l'avais dit, et du Catwoman, et du Punisher. Du coup, tu répètes tout ce que tu dis. C'est bien. J'ai eu du temps à m'en rendre compte, mais c'est bien. Merci Corentin. Et aussi. Du Catwoman aussi. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bah, franchement, j'adore. Bah, pareil. Voilà. C'est validé. Très bien. Et aussi donc l'éditrice de DC Comics, Brittany Holzer, puisque généralement c'est un monsieur qui s'appelle David Macho qui gère cet artiste allé là-bas. Il est très en contact avec Marvel et DC, et justement il fait venir à chaque année un éditeur. Souvent de DC d'ailleurs. J'ai déjà pu rencontrer des éditeurs de chez DC là-bas. Bon, alors ce qui est dommage, c'est que les consignes de Warner d'en haut, c'est les éditeurs donnent pas d'interview, en tout cas pas en Europe, pas aux Français. Donc ça me fait chier. Je retente chaque année, mais à chaque fois on me dit non, il y a des consignes, on fait pas de podcast avec. Mais pourquoi? Les gens T'as interviewé Jim Lee? J'en sais, je sais bien, mais partant de là, ça devrait débloquer les étages du dessous en fait. C'est pas moi qui fais les règles, quoi. C'est eux qui décident. Je sais pas trop pourquoi. Seulement le grand patron, pas les sous-fifres. C'est ça. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ça permet toujours de s'entretenir. Mais par contre, pour les artistes aspirants, ils font des portfolio review en fait, surtout. Donc c'est pour ça aussi que Brittany sera là, c'est qu'elle pourra aussi aller regarder vos dessins. Donc n'hésitez vraiment pas. Bruxelles, c'est pas très très loin. Alors si vous êtes toute la partie nord de la France, franchement, je trouve que c'est relativement accessible pour y aller. De toute façon, à chaque fois que moi j'y vais, je vois la France très bien représentée. Donc vraiment, Heroes World, c'est vraiment une super convention parce que justement, il y a des bêtes d'invités, mais c'est quand même très très en termes d'affluence pour les comics. En fait, il y a pas non plus beaucoup de monde. Je suis à peu près certain qu'ils pourraient se passer de faire ça. En vrai, c'est ce que font leurs collègues de Bruxelles Comic Con qui font Comic Con France chez nous, clairement. Mais donc eux ils décident non, et eux ça leur importe quand même d'avoir cet artiste allé. À chaque fois c'est un vrai régal. Donc voilà, on va essayer. Moi je vais essayer d'y retourner cet automne, puisque clairement il y a quelques noms que je n'ai pas encore mis à mon tableau de chasse, ouais, le tableau de chasse du podcast. Pareil d'ailleurs, j'ai aussi juste Donald Renew, comédien de doublage très connu en France, notamment parce qu'il la voix de Andrew Garfield dans les Spider-Man Amazing, entre autres. Et il a fait Votre enfance et la mienne aussi. Voilà, parce qu'il était Titeuf aussi dans la série. Exactement. Mais entre autres, il était aussi dans les Riders et tout. Enfin, après, si on liste toute la carrière de Donald Renew, c'est le mec qui a 50 balais, il fait encore les voix de gamins et tout. Donc voilà, un beau programme, et ce n'est que le début, puisqu'il y aura d'autres noms qui seront annoncés au fur et à mesure. Donc on en reparlera dans ce podcast, mais n'hésitez pas, le lien pour prendre vos billets si vous voulez. C'était taille dans Digimon aussi. Ça, c'est très important. Et dans la description de ce podcast, on va poursuivre, Corentin. Allez. Du côté de l'actualité de nos maisons d'édition franco-françaises, on a eu pas mal d'annonces récemment encore. C'est Réflexion qui récupère la nouvelle série Witchblade.
de Marguerite Bennett, qui est une relance, la vraie relance en fait, puisque Witchblade, ça avait été rebooté on va dire, en 2017 avec une série où c'était pas l'héroïne principale qui était dans le rôle titre, c'était pas Sarah Pezzini, c'était une autre justement. C'était pas incroyable. Je me rappelle. La flic, c'est ça? Ouais, la flic, ouais. J'ai oublié son nom. Je me rappelle plus de son nom, mais de toute façon le volume avait pas duré très longtemps au final, puisque ça avait vraiment voulu faire une approche un peu plus moderne, donc aussi avec un costume déjà qu'on voyait très peu, on voyait très peu le Witchblade, et c'était moins sexualisé, c'était moins sexy de façon générale. Et ça, c'est pas possible. Et le truc c'est que ça fait partie de l'ADN un petit peu de la série également, donc forcément les fans de la première heure n'étaient pas du tout au rendez-vous, et ça a pas réussi non plus à capter de l'attention forcément d'un nouveau public. Donc ils se sont dit le steak frites. C'est comme Rebirth, oui, c'est comme DCU après Rebirth, enfin c'est comme Rebirth après DCU, on repart au steak frites, mais par contre la série, le retour de Witchblade, on nous en avait parlé pendant des années, ça a mis vraiment très longtemps à se refaire en comics, et donc c'était en 2024 que ça avait enfin pu vraiment revenir chez Top Cow, avec donc c'est Marguerite Bennett qui est au scénario, et alors le nom de l'artiste c'est Giuseppe Cafaro, qui vient de l'Italie et qui c'est un collègue, c'est presque un membre de ma famille. Hein. Tout à fait. Qui va manger les pizzas ensemble tous les samedis. Et c'est une vraie anecdote. Tu sais dire samedi en italien? Non, bien sûr que non. N'exagérons pas. Samedi. Oui, exactement. Ça se dit comme ça. Donc, par contre, là, on reprend Sarah Pezzini, qui tombe sur la Witchblade. Pezzini, pardon. Qui te retrouve sur la Witchblade, enfin, qui retombe sur la Witchblade, qui est pris entre deux feux, puisque forcément des forces obscures veulent également mettre la main dessus. On est vraiment dans une esthétique qui est très très proche de la série d'origine. C'est une série qui sent bon les 90s. Et d'ailleurs, t'as Marc Silvestri qui fait des couvertures pour la série également. C'est cool. Puisque quand même, il le fait. Moi, je trouve ça cool que ce soit... Réflexion, ouais. Que Réflexion puisse la récupérer. Parce que c'est leur ADN. Ils font Aphrodite Nan, ils font Cyberforce aussi, ils font The Max, quelque part. Alors, The Max, non, pas Wetworks. Ah ouais? Enfin, je crois pas. Bon, ils avaient un autre truc un peu comme ça, plus mineur des années 90. Mais voilà, mais c'est quelque chose, Eraser. Ah. Il y a Razor. Non, voilà, il y a tout un tas de comics très 90s, très, très graphiques. Après, je sais que Razor, c'est un cas particulier, mais c'est comme The Max, tu vois, c'est des trucs plus underground, mais qui sont quand même marqueurs de cette époque. C'est vrai que la série originale de Witchblade, il me semble que c'est toujours chez Delcourt que les droits sont, en fait, et du coup, ça ne permet pas de la publier, mais par contre, il a pu récupérer cette nouvelle, donc je pense que pour les gens qui veulent un peu découvrir ce que c'est le nouveau Witchblade, ça fera du bien. Après, ce sera chez Réflexion, donc ce sera dans le standard de leurs albums. Donc petit format, alors cartonne normalement, mais petit format quand même. Voilà, c'est sûr que ce sera pas... Oui, mais bon, au moins ça existe en France, voilà. Quoi, on va dire. Ça a le mérite d'exister en France. Réflexion, faut savoir que c'est une structure, je crois même associative en fait, donc c'est vraiment c'est Yoann Boisseau qui gère ça vraiment presque en one man army, donc c'est vraiment un travail de titan passionné, donc ça mérite soutien. Ça arrivera en septembre, je crois. Non, en novembre 2026, donc on en reparlera d'ici là, sachant que ça fait depuis pour vous le dire comme ça fait depuis 1 an et demi avec Yoann qu'on se dit à chaque fois faut qu'on fasse un podcast ensemble, faut que tu viennes, faut qu'on le fasse. Et le temps passe et le temps file et Mathieu Bablé sort 2 albums de BD, Jeff Lemire truc. Non, c'est faut juste. Mais après il y avait eu pas mal de soucis. Il y a 2 séries de Jeff Lemire qui ont été annulées depuis qu'on parle de faire de ce podcast. C'est ça. Non, mais il va être fait. C'est une promesse de toute façon. On y tient aussi à le faire. Donc ça pourrait être bien l'occasion d'ailleurs en novembre de profiter de cette nouvelle actualité pour un peu faire le débrief d'une maison d'édition qui existe depuis pas mal d'années maintenant. En tout cas, oui, je voulais juste mettre pour continuer, juste qu'il y a une intégrale Omega l'Inconnu qui arrive chez Panini Comics. Alors apparemment on l'avait complètement loupé parce qu'elle avait déjà été annoncée plus tôt, peut-être lors d'une séance de Big News, un truc comme ça. Ouais, voilà, on peut pas avoir les yeux sur tout. Vous avez loupé Omega l'Inconnu. Oui, on a loupé Omega l'Inconnu. Voilà. C'est beaucoup de gens ont loupé Omega l'Inconnu. En même temps, personne le connaît, donc voilà. C'était normal de le louper. En plus, ce titre est assez méta parce que c'est vraiment un échec critique pas critique, non, c'est un échec commercial complet, Omega l'Inconnu. C'est même pas une vraie intégrale puisqu'il manque la 2e série Omega l'Inconnu qui est plus récente et qui ne tombe pas sous le coup des Marvel classiques qui ont pour objectif de compiler les archives, évidemment. Mais c'est quand même l'intégrale du classique. Oui, oui, tout à fait, mais qu'est-ce que c'est? C'est une série inachevée aussi, donc est-ce qu'on peut parler d'intégrale? Voilà. En tout cas, c'est un choix assez risqué de la part de Panini Comics puisque
On sait que les Marvel classiques servent aussi à faire rentrer un peu au forceps des espèces de coups de cœur de fans qui n'auraient pas forcément de vocation commerciale énorme, comme par exemple l'intégrale de Dazzler qui était sortie comme ça, ou l'espèce de Conan un peu sous acide qu'ils avaient j'ai oublié. Kazar? Non. Pas Kazar, un truc vraiment encore plus petit que j'avais acheté justement pour soutenir un peu l'effort. Mais ils avaient fait Devil Dinosaur en début d'année aussi. Devil Dinosaur, il y avait eu Howard the Duck aussi. Et en fait, effectivement, il y a des produits comme ça de l'histoire de Marvel qu'on peut considérer comme glorieux ou pas selon de quel côté on se situe. Je crois que c'est ça. C'est Dazzler, mais je l'ai aussi Dazzler en plus. Mais pareil, c'était un truc bleu, bref, il est chez moi, on s'en fiche. Donc, qu'on peut considérer comme des moments glorieux ou pas selon de quel côté on se situe, mais qui font partie de ces projets qui sont intéressants de connaître pour l'histoire, et aussi de ne pas faire disparaître, parce qu'il y a une valeur patrimoniale au Marvel Classics, c'est littéralement le but. Marvel Classics, c'est ces collections que vous croisez depuis que vous êtes petit, qui sont pas les mieux édités, on va dire, il y a pas un travail de fab qui est exceptionnel, mais qui ont c'est un peu brillant et tout, ça, voilà, c'est pas non plus les plus beaux albums que Panini fait, Non, mais on va pas se mentir, ça fait un peu plastoc, quoi, tout ça. Ah ouais? Mais je les aime bien, attention, j'ai de la vraie nostalgie pour eux, etc., mais voilà. Non, je sais pas, moi, je crois que... Vous les connaissez, je les connais, on les connaît tous ensemble, etc. Papier glacé qui brille un peu. Tout, oui, je crois que le reproche qui avait été fait à un moment, c'était le choix du papier glacé, mais bon, c'est vrai ça que a toujours été le cas. C'est une collection qui, oui, non, c'est ça. Que je suis môme, quand je découvre les Spider-Man comme ça a été déjà un peu comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était ce reproche-là qui était fait depuis pas mal de temps, mais par contre, on est le seul pays à l'avoir, en fait, cette collection en tant que telle. C'est une exclusivité française. Et qui est vraiment bien, parce que l'idée de compiler les grands runs, même pas que les grands runs, les grands personnages, en fait, par volume, de base, c'est une bonne idée, parce que tu peux suivre d'année en année, comme ça, un petit peu ce qui se passait dans tout l'univers Spider-Man, avec juste une seule série en tomes, qui, du coup, est bien rangée dans ta bibliothèque. Et à côté, effectivement, ils s'en servent pour secourir un peu du cimetière, des produits plus compliqués, tu peux pas faire en deluxe, que tu peux pas faire en prestige, etc. Et c'est exactement le cas de Omega l'Inconnu, donc qui est une création originale, quelque part, de Steve Gerber, qui est donc le scénariste qui a créé Howard the Duck, qui a fait un très gros volume de Man-Thing, qui après a eu un procès avec Marvel pour les droits de Howard the Duck, a créé Destroyer Duck ensuite, considéré souvent comme un vrai scénariste d'avant-garde, au sens où il essayait déjà longtemps avant que ce soit cool ou normal ou normé, de faire du méta avec les super-héros. Si vous lisez Howard the Duck, c'est une parodie des univers de super-héros, des univers de Conan le Barbare. C'est une parodie, en fait, même du principe narratif du héros de comics. Et c'est justement souvent considéré comme l'un des chefs-d'œuvre, longtemps avant le Swamp Thing de Moore, etc., de comment un scénariste peut réussir à placer des idées contestataires dans un moule mainstream qui est quand même généralement assez rigide, assez guindé. Et Omega l'Inconnu, c'est pareil, c'est une façon de penser différemment le rôle du héros de comics, dans le sens où dans Omega l'Inconnu, vous avez, donc c'est un monde de super-héros, vous avez un super-héros qui est Omega, qui est un peu comme Clark Kent, comme plutôt Superman justement, un personnage alien qui est venu se réfugier sur Terre après la destruction de sa planète, des mains en l'occurrence, un peu comme pour Rome the Space Knight, d'une race d'aliens robots. Et les robots aliens suivent Omega sur Terre et continuent le combat, etc. Mais en fait, c'est pas ça le point de focal de l'histoire. Le point de focal de l'histoire, c'est un jeune homme, adolescent, qui vit une vie normale, qui n'est pas un acolyte, qui n'a pas de super pouvoir, qui n'a pas vocation à en avoir non plus d'ailleurs, et qui a un petit quotidien tranquille, animé d'une sorte de drame social. Ses parents sont morts, il a été recueilli par 2 femmes en ville, etc. Voilà, donc on va un petit peu justement essayer de contester le principe de les comics de super-héros mainstream, ça doit être que de l'épique, ça doit être que des trucs à pouvoir, il n'y a pas de place pour la réalité. La réalité la plus proche qu'on peut avoir d'un monde sans super pouvoir, c'est Spider-Man, parce qu'il a quand même une vie civile très riche et qu'il y a des problématiques économiques. Mais là, on va carrément stripper les pouvoirs. Et il y a un truc, c'est qu'on nous fait la promesse que Omega et le héros, James, je sais plus comment il s'appelle, James Michael, sont en fait liés. Mais on ne sait pas comment. Parce qu'en fait, James Michael rêve les aventures de Omega, qui ont lieu dans le réel, mais il les rêve. Et on ne sait pas si du coup c'est son fils, on ne sait pas si c'est son clone, on ne sait pas si il a créé Omega lui-même sans le vouloir dans sa psyché. Il y a plein de théories qui ont été fomentées au fil des générations. Et la raison à ça, elle est toute bête, c'est que ça n'a duré que 10 numéros. Alors aujourd'hui, avec 10 numéros, on peut tout faire. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette optique-là. Gerber, il pensait qu'il aurait le temps. Et c'est très décompressé comme intrigue. Donc il a pris son temps. Et au bout d'un moment, Marvel lui a dit stop. Et le fait est que Gerber, qui était pas en odeur de sainteté à ce moment-là, parce que déjà il rouspétait un peu par rapport à la façon dont Marvel gérait les droits de Howard the Duck, mais surtout il était lui-même très en retard
sur les strips de Howard the Duck. Et je crois que c'était Jim Shooter à l'époque qui l'a foutu à la porte, qui a dit on en a assez de tes conneries. Donc il a eu le temps quand même de placer des numéros, des bouts d'intrigue d'Oméga l'Inconnu dans les Defenders. Et après il a dégagé. Donc c'est resté un peu comme une énigme. Où est-ce qu'il voulait nous emmener avec ça? C'était quoi l'idée fondamentale derrière? C'était vraiment en fait un pilote de série télévisée qui n'aura jamais accouché d'une suite, ou une saison 1 d'une série télévisée qui aurait été tuée dans l'œuf. Et donc souvent dans ces cas-là, ça devient culte parce que les gens n'ont pas la réponse, un peu comme Twin Peaks, tu vois, qui s'est arrêté avant d'avoir une conclusion à l'époque. Et il y avait effectivement eu une suite en 2006 par un romancier très fan de Garber qui avait du coup conduit une sorte de remake qui donnait de plus amples éléments de réponse, mais qui n'est pas intégré dans cette intégrale. Donc voilà, c'est risqué, c'est cool. Moi, je vous avoue, je vous parle de tout ça, on dirait que je connais très bien le sujet, mais en vérité, j'ai pas lu Oméga l'Inconnu. Enfin, j'ai pas tout lu, j'ai pas lu jusqu'au numéro 10. J'ai lu la série plus récente, en l'occurrence. Mais effectivement, on peut saluer Panini qui tente de faire plaisir un peu aux fans vraiment très hardcore, avec des projets qui vont pas se vendre du tout. On va pas se mentir, Qui vont se vendre très peu, mais en même temps, t'imagines bien qu'ils font des tirages qui sont très petits sur ce genre de si ça vous intéresse, maniez-vous, parce que a priori, ce sera pas réédité non plus. Mais moi, je trouve ça chouette, effectivement. On peut même se demander si, du coup, est-ce que les ventes de l'intégrale Howard the Duck étaient pas suffisamment bonnes pour motiver l'éditeur à investir le reste des immanquables, entre guillemets, ou plutôt des disparus de Gerber. Et intéressez-vous au travail de Gerber, qui est vraiment un scénariste assez fascinant, une grande gueule de l'industrie aussi, qui s'est vraiment battu contre Marvel pour essayer de récupérer les droits de son héros. Je dis bien son héros. Et quand on voit ce que Marvel a fait depuis de Howard the Duck, on peut se poser la question de est-ce qu'il aurait pas dû gagner ce procès. Mais voilà, en tout cas, ça arrive en octobre, je crois. Oui, c'est cet automne en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc à surveiller pour les fans d'anciens, de rétro et de bizarre. Et de bizarre. Enfin, oui, et puis de niche. D'anodin. Ouais, de vraiment concept complètement niche au sein de toutes les autres intégrales qui ont beaucoup plus d'aura, en tout cas, qui sont beaucoup plus perçus parce que avec des personnages bien plus connus. Mais ouais, il y a moi j'ai des vraies interrogations sur la rentabilité de ces bouquins, en tout cas de ce type de bouquins là, parce que j'ai aucun doute que les intégrales des X-Men, de New Warriors et de Spider-Man trouvent leur public largement. Mais ouais, j'aimerais bien voir à combien est fait le tirage, et pour voir comment en fait on arrive, ou si genre les impressions sont groupées avec justement, est-ce que je pense que ça doit être ça. Après j'ai regardé là justement dans le Dazzler où c'est imprimé en Inde, donc voilà, on sait qu'il y a ce type de bouquins là comme les Deluxe sont imprimés en Inde ou en Chine, donc déjà forcément ça fait un coût de revient qui est bien moindre, mais pour expliquer comment effectivement tu peux faire une intégrale Oméga l'Inconnu dans un pays où on sait que parfois même un titre avec Batman dessus peut ne pas trouver son public, vraiment, tu vois. Oui, donc, après encore une fois, une intégrale c'est 12 numéros, donc c'est pas l'intégrale de Dazzler avec plusieurs volumes et tout, mais je pense non, mais c'est plus en termes d'appel, c'est plus en termes d'appel, c'est on n'a pas de série régulièrement, même pour Aquaman, tu vois, on n'a pas souvent ça, mais par contre ouais, on peut effectivement avoir une intégrale Oméga l'Inconnu, alors qu'il sera très certainement avec un tirage très faible. Et voilà, il doit y avoir toute une mécanique je pense que tu passes une commande groupée à ton imprimeur et tu une glisses avec des intégrales qui sont plus rentables. Certainement, mais c'est une question que j'irai leur poser à terme, quoi. Depuis le temps que ce format existe, il doit forcément être un peu rentable, sinon ils auraient abandonné depuis le temps, quoi. Ouais, mais Oméga l'Inconnu, Corentin, quand même. Bah oui, mais bon, c'est pas sans en perdre tes profits, entre guillemets, pour l'image de marque. Tu te dis, non, mais c'est pour ça. On fait du vrai hardcore chez Panini, on fait ce genre de projet, quoi. Ouais, non, mais bon, je pense que avec tout, enfin, on aimerait tous qu'il y ait un équivalent des DC classiques, parce que ce qui est un peu, t'as les Chronicles, voilà, ce qui est le but de Chronicles, mais les Chronicles, on voit bien que Batman et Superman arrivent à trouver leur public, et que dès qu'on est sorti de ça, pour GSA et Flash, et même Flash, c'est compliqué, quoi. Ils ont sorti, je crois, 2 ou 3 tomes, et puis pour l'instant c'est faudra appeler l'Inde, donc voir comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et voilà. Et même sans ça, quoi. Enfin bref, du coup, ça arrivera donc Oméga cet automne. Du côté de Delcourt aussi, quelques nouveautés qui ont été, que j'ai continué de débriefer à l'écrit sur des titres qu'on avait déjà évoqués, soit dans ce podcast-là, soit dans les entretiens avec Thierry Mornay, mais quand même rappeler juste que Les Affamés du Crépuscule, suite et fin, ça arrive enfin cette année, en novembre, chez Delcourt, donc la série de J. Willow Wilson et Chris Wildgoose, qui est ce type de fantasy. De romance entre deux espèces qui devraient pas se mettre ensemble. Sympa.
J'ai bien aimé. La fin est un peu plus rushée à mon sens, mais en même temps c'est un titre qui avait eu des problèmes de publication aussi. Tout à fait. Ils avaient arrêté la publication en single issues pour la terminer dans le TPB. Ouais, ils avaient dit que ça s'était pas assez vendu a priori. Ouais. Oui, c'est toujours comme ça. Hein. Quand tu stoppes le single issues pour terminer en TPB, c'est qu'a priori le direct market t'a dit non merci. Ça reste ce qui est dommage, ouais. Ce qui est dommage, que c'est une bonne série. Non, c'est vraiment une bonne série. Donc, au moins, ça fera un diptyque dans ce beau format en plus un peu agrandi, d'Oron blanc en plus, qui était vraiment chouette. Donc, je pense que les gens qui avaient aimé le premier tome, et ils étaient quand même assez nombreux, c'était plus que habituellement pour du comics indé. Donc, j'imagine qu'ils seront contents. T'auras aussi un gros tome pour l'intégralité du Skinbreaker de Robert Kirkman et David Finch. Alors j'ai pas encore... Moi j'ai pas été là du premier numéro. Moi j'étais à la moitié, mais j'aimais bien vraiment ce côté parce que ça me surprenait vraiment dans la direction que ça prenait en fait, parce que t'avais les prémices où tu disais ok ça va être juste un conflit entre le paternel de cette tribu d'orques un peu en déclin contre le nouveau. Ouais. Et en fait c'est générationnel. Sur le temps long, sur du temps beaucoup plus long. Donc chaque père chaque leader doit affronter une version plus jeune. Et cette réflexion sur l'image paternelle et sur le rôle du pouvoir et comment tu vieillis. Et aussi sur comment tu évolues en tant que société, puisque justement, c'est une tribu d'or qui est plus en mode chasseur-cueilleur, mais à se déplacer, qui est nomade, et alors que lui dit, mais en fait, on a des compétences, entre guillemets, en ingénierie, et donc, en fait, plutôt que de squatter toujours à aller chercher les baies qui seraient près d'une rivière, on pourrait peut-être s'installer à côté de la rivière, détourner l'eau et faire des plantations, et vraiment de la sédentariser, enfin, se sédentariser, quoi. Et ça a créé des conflits, puisque, forcément, devenir agriculteur, c'est pas très mal alpha, quoi. À un moment, faut dire les termes. Donc, voilà. Guerrier, mon fils. Pas commencer à planter des carottes. Non, mais en l'occurrence, voilà. Alors après, j'ai vu que pas mal de gens, avaient plus de trucs à redire sur le scénario de Kirkman. Donc ça se discute. Mais par contre, tous sont assez unanimes sur le fait que David Finch fait une prestation de baiser. C'est l'un des meilleurs Finch depuis un bon moment, quand même. Ouais. Avec, c'est les couleurs de Annalisa Leoni qui sont plutôt sympathiques aussi. Et donc, Skinbreaker qui aura droit à une édition. Alors, il y aura une édition avec une couverture variante du Comic Shop Assemble, mais il y aura aussi surtout une édition en noir et blanc pour ceux qui veulent kiffer vraiment le dessin de Finch dans son plus simple appareil. Mais par contre, c'est vrai que nous on parle souvent de la collection Contrebande qui est dirigée par Thierry Mornay, mais chez Delcourt il y a une autre collection avec des comics dedans qui s'appelle Outsider et qui elle est dirigée par Vincent Bernière. Alors Vincent Bernière qui fait aussi les éditions Revival, qui réédite plein de... C'est vraiment une collection dédiée à la bande dessinée de patrimoine. Il avait fait notamment des réédités, tu sais, les Freak Brothers oui, bien sûr, de Charlton. C'est un peu l'équivalent de Cornelius chez Delcourt, quoi. Ouais, je pense on peut faire une sorte de filiation comme ça. Bernière, il s'occupe aussi des cahiers de la bande dessinée. Il fait le Charlotte mensuel et donc il dirige la collection Outsider, donc chez Delcourt. Et dans ce cadre-là, alors je mentionne Charlotte parce qu'en fait l'une des deux BD a été prépubliée dedans. C'est pour ça que on va commencer par ça. Ça s'appelle Precious Rubbish en anglais. Rubbish. What are you talking about, mate? Oui, Précieux débris de Kayla E. Donc c'est une autrice américaine qui a un dessin très simple en gros traits arrondis qui vraiment fait beaucoup penser à du Chris Ware, vraiment, et qui raconte en fait c'est des courtes scènes inspirées de sa vie, de sa propre vie, qui a été une vie assez malheureuse, je dirais, puisque on parle de violence, enfin d'une mère toxique qui la tapait, qu'on parle d'inceste, qu'on parle de pauvreté, tout ça, enfin vraiment un truc très joyeux d'alcoolisme, pardon. Et justement, parce que j'avais lu le premier numéro de Charlotte où c'était apparu dedans, et c'était une histoire en 4 pages où en gros c'était muet et tu voyais effectivement ce personnage qui en gros se fait taper par sa mère, se réfugie dans l'alcool, puis reste à vivre avec sa mère alors que celle-là est en train de vieillir, puis meurt. Et après, ça a l'air sympa. Et après, le personnage reste tout seul, continue à picoler et finalement crève aussi. J'étais là, c'était en 4 pages et j'étais waouh, j'allais chercher un tabouret et une corde parce que j'en peux plus. C'était super lourd. Et après, quand tu vois les autres extraits, bah t'as d'autres trucs qui sont un peu plus humour noir, humour un peu acide. Donc mais c'est vraiment très très particulier. Pour le coup, c'est weird. C'est dans la collection Outsider qu'on avait eu le Red Room de Ed Piscor, quoi. C'était voilà, donc c'est toujours des comics très indés,
très souvent qui sortent chez Fantagraphics aussi, donc assez spécial. Ou DQ aussi beaucoup. Ouais. Donc Précieux Débris, ça arrive, c'est en octobre, ouais, c'est le 15 octobre. Bah, de toute façon, les deux bouquins dont on parle, c'est le 15 octobre. Pour 27,95 €, c'est un truc de plus de 200 pages, un gros truc, bah, j'imagine en cartonné. Donc moi j'ai apprécié parce que c'est bizarre les quelques extraits que j'en ai lus, mais je sais pas si je le recommanderai à tout le monde parce que je pense que c'est pas du tout une lecture feel good en tant que telle. Mais j'imagine après, il peut pas y avoir que du feel good non plus. Non, bien sûr. Mais après, je suis assez curieux de voir si les gens qui lisent Chris Ware, qui sont très nombreux, vont aller là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même une filiation graphique qui est assez évidente. Donc, je sais pas s'ils comptent le présenter un petit peu comme ça. Et l'autre bouquin qui arrive, ça s'appelle La Ballade des suffragettes. Donc là, c'est plus une BD documentaire qui est faite par Caitlin Cass, qui vraiment raconte l'historique des droits de vote des minorités aux États-Unis, avec un point de vue assez sympa, c'est-à-dire que l'autrice se met en scène avec des petits fantômes qui sont un peu genre les fantômes, les oubliés de l'histoire en fait, et qui lui disent comment raconter cette histoire. Mais c'est quand même très très documentaire, hein, je pense. Mais ça a gagné un Eisner Award l'année dernière. Ok. Donc effectivement, moi des documentaires du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Meilleur travail sur un fait réel. Et donc, je me rappelle que ça avait été noté à venir chez Delcourt déjà l'année dernière quand ça avait gagné. Et c'était noté pour juin 2025. Sauf qu'à l'époque, on était déjà en juillet 2025. Donc, je me suis dit, là, c'est peut-être pour juin 2026. Et j'imagine qu'il y a eu des retards, alors soit de trad, de planning, de ce que tu veux. Mais voilà, ça arrivera en octobre 2026. Et j'imagine que si ça a gagné un Eisner, c'est que c'est quand même plutôt intéressant. En tout cas, voilà, c'est sûrement. 2 ajouts dans la collection Outsider. N'hésitez pas de toute façon à parcourir les articles qu'on fait sur Comicsbox si vous voulez encore plus de détails puisque tout est dedans. Et enfin, dans la dernière annonce du côté de la VF qu'on a eu, grande nouvelle, Huggin et Munin vont bien faire le X-Men Elsewhere de John Byrne. Cool. Écoute, le X-Men Elsewhere de John Byrne, effectivement, c'est la suite, selon John Byrne, de son travail avec Chris Claremont. Donc on se rappelle, années 80, présidence de Jim Shooter, encore une fois. Chris Claremont s'engage dans un volume d'assez long terme sur les X-Men en compagnie de l'artiste John Byrne. C'est un euphémisme, ça, quand même. Oui, ils feront ensemble la Dark Phoenix Saga, notamment. Et ensuite, Byrne va devoir passer la main pour s'occuper d'autres choses chez Marvel, de plein d'autres projets qui l'occuperont, et ensuite chez DC aussi, jusqu'à la fin des années 90. Et il créera ses propres univers et tout, mais à côté de ça, en fait, je crois que c'est sur un forum ou sur un blog, je ne sais plus, mais Byrne, en fait, aura envie de donner un peu sa version des faits sur une tangente parallèle où les X-Men de Claremont n'auraient pas été aussi loin, et où, en fait, il aurait dit, voilà, si moi j'avais été le seul scénariste, le seul maître à bord, j'aurais pris cette direction-là. Et effectivement, ça a duré assez longtemps, ça a duré même suffisamment pour gagner 3 TPB en VO. Donc, en VO. Ça n'a pas été publié jusqu'à récemment, mais c'est l'équivalent de 3 TPB en VO. Qui se base vraiment sur cette version de la continuité avec où les Sentinelles sont encore là, les années 80 sont encore là. C'est a priori, de ce que disent les fans, plutôt intéressant. Cette optique de continuité un peu contestataire, justement, qui annule et remplace beaucoup de ce qui a été dit et fait ensuite. Et c'est aussi assez intéressant de se dire que c'est un travail bénévole que Claremont a fait sur son temps libre, qui finit par avoir une existence pas canonique, mais éditoriale réelle, et tangible et concrète surtout, parce que tu sais, je pensais moi au Spider-Man qui avait été fait au Mexique quand Gwen Stacy était morte et que les Mexicains avaient dit non, je suis pas d'accord. Nous on l'aime bien Gwen Stacy, donc on va continuer notre version de Spider-Man où Gwen Stacy est encore en vie. Ouais. Malheureusement ça n'a jamais été réédité, et c'est toujours assez rigolo de se dire qu'il y a des espèces de mondes parallèles où il y a pas de continuité, chacun fait un peu ce qu'il veut, et que ça donne du coup ces espèces d'expériences un peu ludiques. En l'occurrence, c'est vrai que Byrne est tout à fait légitime. Quand on parle du X-Men de Chris Claremont, on parle souvent de la période Claremont-Byrne comme de la plus riche, comme de la plus révolutionnaire. Et John Byrne lui-même étant un des très très grands noms de l'industrie, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme, de ses convictions personnelles sur plein de sujets, et Dieu sait que j'ai un avis là-dessus. Mais néanmoins, voilà, John Byrne, c'est Man of Steel, c'est She-Hulk, c'est les Fantastic Four, c'est les Next Men, etc. Enfin, c'est comme un très très grand scénariste, en plus d'un dessinateur de génie. Même s'il a perdu un peu de son coup de crayon avec le temps, ça reste quand même plutôt agréable à regarder, je trouve. Moi, j'ai feuilleté seulement quelques planches sur les forums où c'est disponible. Je saurais pas vous donner l'arc de fond, hein, évidemment. Mais j'avoue, juste pour le côté expérimental, ça m'intéresse. Et c'est cool de voir Huggin et Munin qui, en plus,
sont associés avec Abrams Books. On le sait, ils ont déjà récupéré beaucoup de projets de chez eux. Est-ce que c'est Abrams qui publie ça aux États-Unis en accord avec Marvel? Il y a beaucoup de rebonds, finalement. Faire du comics aussi, parce que Guy Menin, leur offre comics, on va dire plus tradie, elle est quand même enterrée 6 pieds sous terre et a priori sans espoir de retour. Yes. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça arrivera en novembre, ça fera partie de leur sortie de l'été. Et puis j'ai réussi à reprendre contact avec eux parce qu'il y a eu pas mal de changements en interne chez eux, mais là c'est bon. Je vais enfin recevoir de nouveau leur planning de communication. La page Facebook est mise à jour maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais juste en l'occurrence oui, mais voilà, mais maintenant du coup ce sera plus facile normalement de suivre leur actualité puisqu'il y aura d'autres comics à venir. On en reparlera d'un qui sera probablement édité chez eux d'ailleurs un peu plus tard dans la partie VO. Mais voilà, alors c'est sûr que on regrette que pas mal de projets qui ont été lancés comme le Madman notamment, l'intégral Madman de Michael Red, j'ai quand même très peur que ça ne c'était un peu sûr en vérité. Ouais. Ouais, mais bon, c'est dommage, après ça ne continuera pas. Il y a pas mal de séries qui avaient été entamées comme Ice Cream Man, et Philadelphia qui certainement ne trouveront pas non plus de suite, mais voilà, si ça permet au moins de se concentrer sur des projets solo ou des courtes, parce que voilà, le X-Men As One c'est 3 tomes, sera 3 tomes sera 3 tomes, de toute façon le projet est terminé. Ça permet quand même d'avoir quelques comics qui ont de l'intérêt pas chez eux, puis à voir, parce que on se rappelle qu'il y avait normalement un contrat, un partenariat, appelons ça comme on veut, mais pour les prochains Frank Miller Presents, mais en même temps, vu que ces titres-là ne sortent pas non plus aux États-Unis pour le moment, on attend toujours le Sin City. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Le Sin City de Milo Manara, on attend toujours de voir si ça arrivera un jour ou pas, quoi. Le Sin City est tout court. Enfin, Miller, il a plus rien fait pour la propre boîte qu'il a fondée depuis FMP avec la petite fille des Kubert. À part ça, depuis, j'ai l'impression que c'est vraiment mort de chez mort, quoi. On a plus trop de nouvelles, ouais. Mais non, parce que leur business plan était basé sur le NFT. Comme le NFT s'est cassé la gueule, il y a plus d'intérêt à faire une sorte de cash grab avec ça, quoi. C'était en avril 2024 qu'on avait fait, ça signe, qu'il y avait un contrat de publication qui était signé avec Abrams Comic Arts. Qui avait récupéré les droits de Sin City en France aussi. Donc, ouais. Enfin, Guy Menin, du coup, avait... Oui, Guy Menin, pardon, je veux dire. Mais parce que, en fait, c'était la même personne, en fait, la personne qui était aux commandes, qui avait le poste, qui avait fait ce disque, c'était, je me rappelle plus de son prénom maintenant, ça m'énerve. Mais je vois de qui tu parles, en plus. Parce que je t'en avais, c'est pas Roland quelque chose, mais, quelque chose comme ça. Mais bref, en gros, c'était lui qui était, aux commandes un peu sur les deux pôles, sauf que, il n'est plus. En tout cas, il est plus chez Guy Menin, et je crois qu'il est plus non plus chez Abrams de l'autre côté. Donc, forcément, est-ce que ça remet en cause ou pas l'ensemble, parce qu'il y avait Ronin Rising, rappelle-toi, il y avait quand même pas mal de le Pandora avec Emma Kubert qui était sorti seul en tout cas en VO. Oui, c'était le dernier. Mais voilà, depuis on a. Après, je veux pas être ce mec. Hein. Vous savez, mais tu l'es. On a déjà fait beaucoup de podcasts sur Frank Miller, c'est toute ma jeunesse et tout. Ronin 2 et ce projet Pandora, c'est pas très grave si ça arrive pas en France. Sin City par Manara, j'aurais été curieux. Sin City. Attends, mais ça, c'est peut-être juste que Manara, il est très vieux et que du coup, ça prend plus de temps que prévu, hein. Ça fait un bail quand même, là. Ah oui, mais rappelle-toi que David Finch, il a mis 8 ans pour ce qu'il ne C'est vrai. Hein, donc, c'est vrai, non, mais pourquoi c'était 2024, on n'est pas encore à 32. Après, ça devait être un one-shot, hein, Sin City in Color au départ, et même le Sin City de Western de Frank Miller, qui devait dessiner lui-même. Non, le Western, justement, c'est celui avec Milo. Non, c'est Sin City in Color, celui avec Milo. Oui, non, je suis sûr de moi. Mais ouais, je pense qu'à mon avis, FMP, ce sera juste une petite blague qu'on se fera dans quelques années. Ah, tu te souviens FMP? Et voilà. Ouais. Ça aura pas vocation à être plus que ça. Ah, c'est vrai que t'avais le Sin City Blood and Dust de Frank Miller. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et en vérité, Frank Miller non plus, je pense qu'il est plus capable de tenir un crayon. Quand tu vois les covers qu'il a fait pour TMNT, là, ça fait un peu, je trouve ça triste quand même. Après, il peut juste écrire, hein. Moi, ça me va très bien, pour le coup. Qui c'est qui avait dessiné Ronin? C'est Philippe Tan. Philippe Tan, voilà. Philippe Tan, il avait fait un travail exceptionnel. Le scénario n'avait pas suivi. Un peu dommage, mais il avait fait un boulot de fou. Ouais. Si c'est l'avenir de Frank Miller, moi, s'il veut refaire un Dark Knight 5 avec Raphaël Grandpa au dessin, je prends, hein, mais... Oui, c'est sûr. Bon. Voilà. Allez. On passe du côté de la VO. Et waouh, qu'est-ce qu'on a là, on a deux trucs qui font vraiment tellement plaisir que j'en bégaye, j'en perds mes mots. Le nouveau projet déjà en full solo du grand Daniel Warren Johnson. Ça fait trop plaisir d'avoir enfin des nouvelles officielles de ce projet qui avait été teasé, dont tout le monde parlait un petit peu, puisqu'il en parlait en coulisses, hein, à ses collègues artistes et aux éditeurs et tout ça. Ça s'appellera Chain Kata.
Donc le croisement de Chainsaw et de Katana. Tout simplement. Du coup, ça donne envie. Et du coup, oui, c'est ça. C'est en fait c'est un katana pour couper les arbres. Exactement, c'est une tronçonneuse. Alors c'est très très Warhammer, très Warhammer 40 000. Je sais plus quelle faction qui a des tronçonneuses aussi sur. Oui. C'est pas les Space Marines tout simplement. C'est peut-être les Space Marines tout simplement, effectivement. Mais moi je suis nul en Warhammer, donc ne m'en voulez pas en Warhammer 40K. Mais donc avec cette héroïne, Luma, qui est une reine guerrière armée d'une tronçonneuse, qui est à la recherche dans la galaxie d'un pouvoir inconnu qui est donc caché dans les tréfonds de l'espace. Elle veut trouver la paix, mais il n'y a que la désolation, la mort, la violence et la terreur qui l'attendent au coin de chaque trou noir. L'algorithme Daniel Warren ça va être de la bagarre. Oui, non, mais ça va être, voilà, il revient à la SF. Il y aura de la violence et de la dépression. Il y aura de la violence, l'héroïne sera certainement déprimée. Il y aura peut-être un propos féministe aussi, parce que c'est un peuple d'Amazon, un peu, quand même, on a l'impression, Oui, c'est un peu le tardif, séquelle de, qu'est-ce que je raconte? La suite tardive de Wonder Woman Dead Earth. Ouais, ça sera Dead Space. C'est lié avec la licence. Mais en tout cas, ça a l'air aussi très, très bourrin, quelque part, parce que vraiment, ils font une tagline un peu à la Machete, quoi. C'est des meufs avec des tronçonneuses dans l'espace. Chicks in space with chainsaw. Ouais. Oui. Après, personnellement, je sais que toi, tu es très emballé. Je serais pas contre un autre format pour Daniel Warren Johnson. Je sais que c'est évidemment. C'est-à-dire quoi? Quel autre format? Tu sais, c'est comme demander à un mec qui fait que des morceaux de rock d'un coup essayer de jouer du jazz, tu vois, mais ça a l'air très bien, et tout. Pas de souci. C'est juste peut-être effectivement que je suis déprimé, le monde je comprends pas, et il y a de la violence et des codes empruntés au cinéma de série B. J'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs fois qu'il fait ça d'affilée. Et je suis content. J'ai très hâte. Je sens qu'on va se régaler. Peut-être que ce sera un peu le dernier Johnson où il pourra juste décliner un nouveau héros déprimé avec une nouvelle armature et super pouvoir, etc. Mais là, tel quel, je veux pas gâcher la fête. Ça a l'air très bien. Il est très fort en science-fiction en plus. Et moi, tu vois, Space Mullets me parlait plus parce que c'était pas aussi violent et bourrin que le reste de ta bibliographie. Quand on est dans une période qui appelle un peu à avoir de la violence, faut, tu vois. Oui, non, mais clairement. Il y a un besoin un peu cathartique de se défouler aussi par la fiction. Bien sûr. Et puis s'il est seul au dessin et que pour le coup, il n'y a pas besoin de partager l'affiche avec Rosmo ou quoi, ça ne sera que meilleur à mon sens, parce que ça m'avait un peu gâché The Moon is Following Us, qui fait que je suis un peu moins hypé. J'ai très hâte et compagnie. J'avais adoré The Powerbomb comme tout le monde, j'ai adoré Dead Earth, j'ai adoré Beta Falcon, Beta Rebel aussi bien sûr. Mais j'aimerais bien peut-être voir Johnson se passer de, ce que je vais dire est bizarre, mais se passer de violence pour son prochain projet et juste aller dans l'émotionnel et l'intime, même si je bien pense que ses fans attendent aussi la violence. Ouais, ou l'action, parce que c'est quand t'as un tel talent de mise en scène, c'est compliqué de se dire qu'on pourra avoir quelque chose à la, un truc tout posé, tranche de vie, tout ça, c'est pas vraiment. Space Mullets, c'était pas mal de ce point de vue-là, justement. C'était vraiment, quand même des gros vaisseaux, quoi. Oui, il y avait des gros vaisseaux, mais tu vois, c'est après, attention, voilà, on verra quand ça sortira. Je suis quand même très impatient, évidemment. Mais peut-être un peu de renouvellement, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je n'adhère pas à ton argument. Mais je comprends. Ou à la limite, s'il est pas capable de se renouveler, comme pour Transformers, je le verrais bien mettre ses talents au service de licences qui auraient besoin d'un petit coup justement ça ce sera pour la suite, parce que tu sais comment il fonctionne, hein. C'est un pour l'argent, enfin un pour vivre et un pour moi. Il est un peu comme ça, et donc là il avait fait ses 2 ans sur Transformers, le temps justement de monter son nouveau projet. Il avait fait The Moon is Following Us aussi avec Riley Rosmo, où il se repose aussi, parce que c'est physique, hein, de dessiner tout ça. Et là c'est vraiment son nouveau full solo avec Mike Spicer aux couleurs, j'imagine, ou depuis Double Powerbomb, justement. Bien sûr. Donc, je sais que République et moi-même d'ailleurs ne serions pas contre un vrai comics canonique dans l'univers de Star Wars ou de Warhammer 40 000. De Warhammer 40 000 en l'occurrence, bien sûr. Parce que justement, en fait, il a un tel talent pour aller au-delà de la licence, du côté bourrin et fanservice qui est toujours là, mais après il l'habille d'un truc émotionnel beaucoup plus fort, beaucoup plus honnête, beaucoup plus pointu, que Transformers, ça a fait des merveilles, tu vois. Moi, je m'en fous des Transformers, par exemple. J'aimerais bien le voir aller, quitte à faire de la licence et à pas se renouveler, sur des trucs d'autres univers, tu vois. Même pourquoi pas chez DC ou Marvel, hein, il y a plein de personnages qui pourraient profiter d'une expertise comme la sienne.
Ouais. Donc à voir chez qui ce sera plus. Enfin c'est chez Image, mais je me rappelle plus si c'est sur. Faudrait que je regarde sur la couverture si c'est sur la belle Skybound ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est que Image. Donc a priori de toute façon vous savez très bien que c'est Daniel Warren Johnson, donc ça trouvera une VF à l'évidence, que ce soit chez Urban Comics ou chez Delcourt. Oui. Ou chez quelqu'un d'autre qui mettra encore plus de pognon si jamais, mais je sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a pas trop de doute. Mais j'aurais quand même envie de me tâter à le mettre en Focus Pulps le mois prochain, quoi, tu vois. On peut. Mais en même temps, on sait que voilà, celui-là, il y a pas, a priori, il y a pas vraiment de risque. Il arrivera en VF tôt ou tard. Mais en tout cas, on sera ravis de découvrir le premier numéro à la rentrée. Autre grosse annonce aussi, c'est Tradmore aussi, qu'on aime beaucoup ici, qui avait fait, donc, il a fait Luther Strode, qui vient de ressortir en intégral chez Delcourt d'ailleurs. Il avait fait The New World, écrit par Alex Scott, sorti l'an dernier chez iComics, que vous n'avez pas lu. Je les ai vus, les chiffres de vente. Vous ne l'avez pas lu, cet album, et c'est bien triste parce que c'est excellent. Ouais, j'avais loupé un truc. Ouais, c'est un très très bel album, c'est une très belle histoire et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde pour le suivre, mais tant pis, c'est la dure réalité de ce marché. Il avait fait le Doctor Strange Fall Sunrise aussi, que j'avais beaucoup apprécié. Corentin dit non, il dit c'était juste une claque graphique, mais le scénario était trop bizarre. Ce n'est pas grave, mais c'était quand même une belle BD au moins. C'était magnifique. Voilà. Et Silver Surfer Black. Et Silver Surfer Black qui est ressorti d'ailleurs dans le même grand format. Qui était bien écrit et beau, contrairement à Fall Sunrise. Qui était juste beau. Mais donc voilà, Tradmore, c'est un artiste qu'on suit beaucoup, qui a une patte qui est fou. Voilà, qui a un super style et qui va là maintenant faire son premier titre en indé, en full solo, à la fois à l'écriture et au dessin. Donc il avait déjà fait un full solo avec le Doctor Strange. Donc là maintenant par contre c'est en pure création. Ça s'appelle Touch Me Someplace Nowhere. Voilà. Non, parce que j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompé dans le titre de mon article parce que je me suis trompé dans le titre. Dans l'intertitre. Non, mais dans le texte, j'ai mis Touch Me Someplace Somewhere alors que c'est Nowhere. Pardon. Oui, on a compris. Parfois. C'est l'inverse. Donc ça s'intéresse à, on n'en sait rien, on a juste un premier visuel, on dit qu'on s'intéresse à Kelly Moore qui est l'héritière éloignée d'une puissante famille criminelle de New York qui tombe dans une version de New York alternative où les gangs rivaux se battent pour le contrôle de la ville avec des animaux sauvages qui circulent en liberté dans les rues. On te parle de mélange de romance, de polar, d'excès nocturne. À mon avis, ce sera fou. Mais c'est des nanas du coup, c'est que des nanas qui se battent, c'est ça? Non, il y a des gars aussi. Ah bon? Sur le visuel, c'est pas que des... Non. Il y a quand même. Alors après, je ne veux pas présumer du genre de chaque personnage, mais il y a quand même ce personnage-là avec une barbe qui a l'air d'être plutôt masculin. Je voyais plus ça en mode Grindhouse. Et là aussi, il y a un monsieur en luchador qui a l'air d'être quand même plutôt un monsieur. D'où le côté Grindhouse, du coup. C'est effectivement par là j'allais. Mais ouais. Ce monsieur-là, par contre, c'est aussi avec son béret, sa grosse moustache à l'irlandaise. Il a son chien a un petit chapeau comme lui. Oui, il a un corgi avec un... Ouais. Non, c'est pas un corgi. Si, c'est un corgi. On dirait un corgi. Les oreilles font pas corgi. Ouais. Mais ouais, non, c'est un terrier quelque chose, ça. Bref. Il y aura des petits chiens avec des bérets. C'est curieux comme synopsis, non? Parce que c'est mix isekai, mix mafia, mix chien. Ouais. Enfin, animaux de combat. Mix Pokémon, du coup. Un peu une inspiration Everything, Everywhere, All at Once. Peut-être, ce serait assez commun avec l'œuvre de Tradmore. Et Tradmore, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé aussi, et qui fait des vraies recherches sur l'art en général, mais aussi sur la fiction. J'en avais parlé quand on avait fait le débrief de Fall Sunrise, qui encore une fois, je ne trouve pas que c'est une BD qui soit idiote, je trouve juste qu'elle est mal racontée. Il a fait quand même effectivement des vrais efforts pour aller chercher des référents assez élevés, assez pointus, croisés avec des trucs beaucoup plus culture pop, comme Castlevania, comme Dark Souls, etc. Là, on peut imaginer que ce sera une sorte de mélange, effectivement, de melting pot, de plein d'idées, de plein de références, parce que juste à l'écoute du pitch, ça a l'air effectivement assez curieux. Le coup de tu tombes dans un monde différent, effectivement, ça fait isekai, on sait que lui, c'est un gros fan de Japanime aussi. Le coup des animaux de combat dans une New York, aux mains des gangs, ça fait à la fois très bizarre, jeu vidéo, et en même temps très années 80 aussi. Les designs font assez années 80, comme tu l'as dit, il y a un luchador, il y a une espèce de vieux chasseur britannique avec son chien qui a un chapeau. Il y a des gangs de femmes manifestement en soutien-gorge et compagnie. Voilà, ça fait très bizarre, très assemblage de pop culture qui n'ont rien à voir ensemble. Effectivement, j'ai pas pensé au film Everything Everywhere All at Once, mais ça peut être assez intéressant s'il prend cette direction-là pour parler du multivers, d'autant qu'on a eu beaucoup d'œuvres multivers relativement récemment. Mais j'ai hâte. Après, je sais ce que j'attends de Tradmore dans le présent. Moi, j'avais dit après Fall Sunrise que je préférerais qu'il aille justement dessiner pour quelqu'un
et qu'il attende de trouver ses galons de scénariste, comme Christian Ward a attendu de trouver ses galons de scénariste avant de se mettre vraiment à l'écriture en abandonnant le dessin. Pour l'instant, moi, il m'a pas prouvé qu'il était un si bon scénariste que ça. Donc, j'espère que ce sera le cas ce coup-ci. Quelque part, il aura plus les mains libres. Tu vois, il n'y aura pas besoin de se préoccuper de rendre ça fluide. Enfin, j'allais dire de rendre ça fluide ou digeste pour les fans de Marvel, mais pour être honnête, il a pas non plus fait cet effort-là pour Doctor Strange. Donc, franchement, ouais, allez, carrément, je limite peut-être plus curieux pour ça que pour le Daniel Warren Johnson, où je sais ce que j'aurais, grosso modo, tu vois, il n'y a pas le facteur surprise. Regardez comme il est si pétri de ses convictions, ce jeune homme, alors qu'il va être peut-être complètement surpris, tu sais pas, ça se trouve, en fait, Katana, en fait, elle est joyeuse. Et dans Chain Taka, et elle aime tuer, en fait, c'est son grand plaisir. Ça se trouve, effectivement, en fait, le premier numéro sera de la pure violence, puis après, ce sera 6 numéros d'introspection. Ouais, ou de la comédie, je trouve ça, c'est une sitcom après, en fait. Tu sais pas. Quelqu'un rentre dans l'appart. Mais qui c'est? Oh là là, c'est le mec avec son mitrailleuse. Laisse-toi surprendre, Corentin. Mais oui, mais je demande que ça. Allez, on continue. Je te laisse la parole pour nous parler du nouveau titre de Colin Kelly et Jackson Lansing qui arrive. Je crois que c'est chez IDW qui reviennent, du coup, ou qu'ils viennent. C'est chez... You'll Never Leave non, This... IDW. Non, attends. C'est ça, c'est chez IDW. Ouais. Et c'est en label, effectivement. Ah, bah, c'est vrai, c'est bien. C'est une nouvelle création originale. Pour IDW Dark. En Dark, alors qu'elles sont très peu. Hein. La seule qu'on connaisse vraiment, c'est, t'as 30 Days of Night qui était rapatrié là-dedans. Et sinon, c'est Beneath the Trees. Oui, mais je pense que t'as dit le mot rapatrié. À mon avis, c'était un peu ça l'idée parce qu'on voit qu'ils veulent faire un effort assez soutenu pour le lancement, là, avec les couvertures variantes et tout. Et bah, il fête les 1 an, je crois. Hein. Voilà. Déjà, et imposer l'idée que IDW Dark va être à la fois leur enclave pour les licences d'horreur et leur enclave un peu vertigoesque. Regardez, on a une collection avec des créas originales aussi. Là, le synopsis est un peu bizarre. Ça se passe dans une ville, un peu façon The Village, isolée de la civilisation, où des parents ont entraîné leurs gosses pour être les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire tu te casses la gueule, tu ne pleures pas, il faut que tu révises bien tes cours, pas de sortie après 22h, etc. Il faut se focus, il faut être droit dans ses bottes, il faut pas commencer à faire le zouave, etc. Mais donc ils ont créé une génération de gens très compétents, très intelligents, très doués, et parce qu'ils sont quand même pas très nombreux dans cette espèce de ville, tous potes, les uns avec les autres. Et un soir, c'est la remise des diplômes, et l'un des gamins se fait assassiner. On sait pas comment, pourquoi, etc. Et là, ils vont réaliser un peu façon Runaways que ses parents très exigeants et très perfectionnistes, en fait, sont un peu des enfoirés. Et on n'en sait pas plus au niveau du pitch. En revanche, effectivement, Kelly et Lansing disent que c'est un propos sur le choc des générations, sur, en fait, nos parents, qui ont eu, je traduis un peu à ma façon, on va dire, mais qui ont eu les moyens d'acheter, les moyens de travailler, les moyens d'exister dans un monde qui était encore relativement accueillant, pour les gens, aujourd'hui refusent de laisser, en fait, le pouvoir à la génération suivante. Et c'est un sentiment qu'on remarque aujourd'hui, qu'on avait commencé à voir apparaître quand il y avait eu les premiers OK boomers sur les réseaux sociaux. Et après, il y avait eu des vraies théories, des vrais articles, etc. sur pourquoi c'était facile avant d'acheter dans la pierre, pourquoi il y avait des perspectives d'avenir sur la retraite, des perspectives plutôt enthousiasmantes par rapport au capital et compagnie, que notre génération à nous, et particulièrement plus les gamins qui arrivent là actuellement sur le marché de l'emploi, ne vont pas connaître. Et comment en fait cette génération nous a un peu trahis en fait, en refusant de voir venir le futur, en refusant de faire les efforts qu'il fallait, etc. pour que nous on ait un monde qui soit vivable, qui soit viable. Et donc là c'est une version allégorique et très Runaways encore une fois de en fait nos parents étaient les vilains depuis le début. Alors on peut le voir, je pense que c'est un truc que eux n'ont pas forcément vécu de leur point de vue parce qu'ils disent pas que c'est par rapport à leurs parents ou quoi. Mais c'est assez commun, il y a plein de films d'horreur qui parlent de ça, il y a plein de BD qui parlent de ça. Pourquoi pas? J'avoue que ça me réveille pas la nuit, ce truc-là. C'est cool de voir Kelly et Lansing revenir faire de la créa après quelques années chez Marvel, sachant que moi je trouve qu'ils ont fait quand même du bon travail. Hein. Le Captain America était pas inintéressant, c'était pas bien, attention, mais c'était pas inintéressant pour passer derrière Tennessee Coates. Et surtout le Marvel Zombies, moi m'avait été une bonne surprise. C'était un peu ce que je voulais d'une série Marvel Zombies, le Red Band du coup. Et bon, je n'étais pas laissé sur ma faim. Donc, se recharger sur le marché indépendant quand on fait beaucoup de projets de commande, c'est toujours important, toujours intéressant. Je pense qu'ils vont continuer après chez IDW et alterner ou ailleurs et alterner entre Marvel, DC. Oui, ils ont toujours parce qu'ils ont aussi fait du DC. Ils font, c'est quand même un duo de scénaristes
qui a un peu le vent en poupe. En tout cas, ils ont un certain affect du public, et donc ils sont quand même recrutés assez souvent pour faire continuer de faire des projets ensemble. Puis ils sont plus spécialistes de l'horreur, ces mecs-là, donc c'est vrai que chez Marvel DC, t'as quand même moins dans leur premier titre avant d'être opéré par Marvel, c'était quand même plus de l'horreur. Il y avait de l'action, il y avait Joyride, c'était de l'action plutôt, mais il y avait un truc dégueu, c'est avec de body horror qu'on avait traité il y a très longtemps. C'est là que moi j'ai commencé à écrire sur eux. Pour moi, par contre, c'est pas des immanquables, tu vois. Ils ont pas fait un projet où tu te dis, c'est que Lee Lansing, il faut que j'y retourne, etc. Tu vois, c'est pas les Warren Johnson, c'est pas les Tradmore, etc. Donc, enfin, après, c'est pas des artistes, évidemment, mais à voir. Honnêtement, je ne demande qu'à me laisser convaincre. Et je suis sûr que toi aussi. Oui. Voilà. Mais justement, on parlait de Jeff Lemire. Oui. Enfin, les nouvelles sont pas... Non, n'en parlait pas. On n'en parlait pas du tout. Si, on a dit 2 séries ont eu le temps d'être annulées. Ah oui, c'est ça, on en parlait. Après, j'ai essayé de te faire tout à l'heure une transition par rapport à autre chose, mais j'ai oublié, du coup. Bah, c'est pas grave. Non, parce que Jeff Lemire a fait un numéro de sa newsletter où il a donné un petit peu des nouvelles de l'ensemble de ses projets à venir. Alors, on sait déjà, enfin, il y a quelques mauvaises nouvelles, entre guillemets. Non, pas entre guillemets, c'est des mauvaises nouvelles. Non, mais après, tout est relatif parce que c'est du comics. Mais t'as pas aimé Minor Arcana, c'est pour ça que je dis ça, mais... Si, moi, j'aime bien Minor Arcana. Ah bon? Bah, c'est une mauvaise nouvelle, du coup, que ce soit annulé. Oui, c'est pas annulé, c'est qu'il va mettre fin, en fait, au 24e numéro de la série, mais effectivement, rappelle-toi que moi, j'étais super chaud patate, quand la série était annoncée, parce que c'était le grand retour de Jeff Lemire en ongoing sur une durée équivalente ou plus à Sweet Tooth, qui reste quand même sa série la plus longue à l'heure actuelle, quoi. Black Hammer, techniquement, maintenant, est, je pense, peut-être qu'il y a plus de numéros. Ouais, mais en tout cas, Jeff Lemire. Tu prends tout, il y a plus de numéros, mais la différence, c'est que Black Hammer, il écrit, il dessine rien. Il a rien dessiné, je crois. Ou un numéro ou deux, peut-être, mais que j'aurais loupé. Non, il a rien dessiné. C'est pas le but. Ouais, mais voilà. Mais alors que Sweet Tooth, c'est son magnum opus, tout dessiné du début à la fin. Et donc, en plus, c'est la variante du jeu de tarot, parce qu'il y a le jeu de tarot est important dans cette histoire. Donc, il devait faire un jeu de tarot complet en termes de numéros, c'est-à-dire 72, moi j'avais calculé, ou 74, je sais plus, par rapport aux arcanes majeures. 78 plutôt, ou 78, ouais. Arcanes majeures et mineures. Ça devait être découpé entre 4 grands books. Enfin voilà, il y avait tout un projet vraiment de dire que ce serait vraiment un gros truc. Bon, 2 ans plus tard, on nous apprend... C'est un plus petit truc. Que, en fait, ça va se finir au numéro 24. Alors, il n'aimait il aimait l'hypothèse qu'il pourrait revenir à cet univers, mais avec des mini-séries par la suite, au cas où, qu'il ne dessinerait certainement pas, en plus, je pense, où il se contenterait simplement de l'écriture. Techniquement, la promesse d'ailleurs d'avoir une nouvelle ongoing de Jeff Lemire au scénario et au dessin n'a pas été tenue non plus, puisqu'il y a Laetitia, je sais plus comment, une artiste italienne qui est venue en renfort pour faire des fill-ins pour l'aider en fait sur le numéro. Oui, mais donc là aussi, non, mais ça, c'est moi je ne rage pas dessus, je dis juste que si monsieur. Non, parce que moi je suis tu vois qui rage là. Je suis conscient, et quand ensuite il explique que en fait maintenant il a 50 ans et que faire du full solo avec les deadlines du mensuel, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, d'autant plus que Jeff Lemire veut, et je le comprends, il veut payer cette deuxième piscine en marbre quand même. Donc il faut écrire beaucoup de comics pour ça. Donc blague à part, par contre, il est toujours aussi prolifique, il écrit plein de choses pour d'autres. Donc forcément, quand tu fais toujours 6-7 séries en parallèle, qu'il faut trouver le temps d'écrire donc les 6 scénarios pour les autres, en plus de dessiner ta propre série. Et oui, effectivement, tenir les deadlines avec le dessin, c'est impossible. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus dur quand on a 50 ans que quand on a 20 et quelques. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons. Et en plus, a priori, ça n'a pas non plus trouvé 12 millions de lecteurs, même aux États-Unis. Je pense que c'est plus ça que la piscine en marbre, à mon avis. Oui, mais c'était une blague, la piscine. Oui, non, je sais. mais donc voilà, c'est voilà. Peut-être qu'il a une piscine en marbre. C'est les aléas peut-être aussi. C'est les aléas du marché des comics. C'est pour ça que ça va se conclure en 24 numéros. Donc au moins, les gens qui ont commencé la série chez Delcourt, il y a le tome 2 qui vient de sortir, vous savez que l'an prochain, on aura les 2 autres, et la série sera complète. Et c'était ce que Thierry disait de toute façon dans le podcast, il disait là qu'ils étaient en train de vérifier, donc il devait déjà avoir un petit peu l'information en interne de son côté. Et oui. Phantom Road va s'arrêter au numéro 25, si tant est qu'ils arrivent à aller jusque là, parce que c'est pas garanti non plus. Si, ils vont y aller, mais ça va prendre du temps. Il reste 10 numéros quand même. Hein. Ah ouais, mais ils vont y aller. Je pense que dans 2 ans, on les a. Dans la même missive, Jeff Lemire dit
Bon, on reprend une pause encore, parce que c'est déjà actuellement en pause, hein, la Phantom Road. Ça a permis à Gabriel Walta de faire Six of Us avec Tom King. Parce qu'il avait besoin de pognon et ça se comprend très bien. Et c'est littéralement ça, hein, c'est pas moi qui fais une blague ou un trait d'humour. C'est Jeff Lemire explique donc que Phantom Road va revenir à l'automne 2027, sachant que c'est déjà en pause depuis septembre. Donc ça fait 2 ans de pause, hein, globalement. Et il explique simplement que voilà, les ventes, la série quand elle a décollé n'a pas décollé. Ils espéraient des meilleurs chiffres dès le départ. Par amour pour cet univers et cette histoire, ils ont quand même continué à perte. Et que, au bout d'un moment, ils ont pris déjà une pause entre avril 2024 et mai 2025. Donc l'année dernière, ça avait repris pour une petite période. Et que, en fait, il faut qu'ils s'arrêtent régulièrement parce qu'il faut que Walta aille faire de l'argent avec des projets qui rapportent de l'argent. Et que donc, en fait, ça met un grand coup parce que tu parlais du côté, Minor Arcana aurait dû durer 78 numéros, théoriquement. Quand il avait annoncé Phantom Road, il avait dit ce sera mon Preacher, ce sera mon Walking Dead, ces ongoing de grand format à l'ancienne qui moi me manquent. Ouais, il est revenu là-dessus, marché de l'indépendant et compagnie. Et en fait, il a réalisé très vite qu'il y a une raison pour laquelle on a de moins en moins d'ongoing, ou en tout cas de séries qui ont vraiment peine à passer les 30 numéros. Je veux dire, à part Kirkman, il y a plus vraiment grand monde qui fait des séries qui durent plus de 30 numéros en indé. Brian Kevough. Brian Kevough, est-ce que tu peux me citer une autre série que Saga? Non, mais il y a Saga toujours. Oui, mais à part Saga, qu'est-ce qu'il a fait récemment, tu vois? Il fait pas d'ongoing. Attendons de voir. Kieron Gillen non plus, alors que c'est quand même un vendeur relativement confortable. Dai, il l'a fait en 2 volumes, tu vois, quelque part. Voilà, The Power Fantasy, faut voir là, je sais plus ce que c'en est, mais celle-là, elle a l'air quand même bien partie pour durer, hein. Mais bon. Plus de 30 numéros. On verra. À voir. Moi, j'en souhaite, attention, mais c'est vrai qu'en tout cas, la période faste des débuts d'Image Comics, c'est encore, on peut même se poser la question et revenir dessus et pas faire de réécriture mémorielle. Je veux dire, Sex Criminal, c'était moins de 30 numéros. Enfin, le fait est, voilà, on avait cru à l'époque qu'il y aurait que des sagas, que des lots, même Low. Alors dans Low, c'est pas beaucoup de numéros. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais des Black Science, des Deadly Class. Voilà, et en vérité, non, il n'y en a pas 40 000 non plus. T'as Monstress qui dure aussi depuis longtemps. Et tout Jeff Lemire qu'il est, c'est ça qui me rend un peu triste, c'est qu'en fait, pour moi, Jeff Lemire, c'est l'un des plus grands. C'est l'un des indispensables, c'est l'une des valeurs refuges, théoriquement. C'est un mec qui doit avoir 2 armoires chez lui pour entreposer ses Eisner Awards. Chez DC Comics, c'était Animal Man. Enfin, il a fait quand même des bangers sur bangers. Et même là, il revient sur Fury of Firestorm, quand même pas un gros personnage. Et la série est renouvelée, prolongée de 3 numéros parce que les gens trouvent quand même qu'il écrit super bien. Et en indé, non. On n'est pas prêt à le suivre. En tout cas, les gens ne sont pas prêts à le suivre. Sur plus de 24 numéros. C'est un peu triste. Ouais, c'est très triste. Mais on avait cette discussion avec Nicolas, qui m'avait dit, non, mais Jeff Lemire et Drew Baker, les gars, vous fourvoyez, ça vend pas de ouf en France, en fait. Et c'est pour ça que Panini avait récupéré Family Tree, parce que c'était pas cher. Parce qu'en fait, effectivement, personne n'allait suivre Jeff Lemire sur toutes ses créations originales, même quand elles sont ambitieuses, même quand il y a Walta au dessin. Et donc après, on peut rebondir sur le reste de ce qu'il a annoncé. Pour moi, le grand retour de Black Hammer, par exemple, c'est un peu quelque part un retour au Steakfried pour lui aussi. Parce que même si Black Hammer, attention, hein, c'est un banger absolu, c'est génial, Black Hammer, c'est probablement l'une des meilleures séries de super-héros et l'une des plus riches de ces 10 dernières années. Je pense que quand on est fan de super-héros et qu'on lit Black Hammer, on se rend compte quand même de ce qu'on pourrait faire en mainstream et qu'on ne fait pas. Et pourtant, il revient à ça, alors que l'univers, putain, il y a eu Black Hammer The End, Black Hammer Reborn. Enfin, il a essayé 3 fois de terminer Black Hammer en vérité. Ça devrait déjà être terminé. L'intrigue de l'Antigode, elle est finie depuis 1000 ans. Hein. Enfin, pas 1000 ans, littéralement, mais je le dis avant qu'Arnaud me dise, alors c'est pas il y a 1000 ans, c'était il y a 3 ans. Hein. Mais tu vois, techniquement, ça devrait déjà être terminé. Et il revient à Black Hammer quand même. Et j'ai l'impression que il y a quand même un petit aveu d'échec j'ai essayé de monter d'autres licences entre-temps, d'autres univers entre-temps. Les gens ne m'ont pas suivi. Les gens, ils veulent quand même encore du super-héros. Même Meta, ils veulent du super-héros. Donc, je vais revenir faire du super-héros avec Black Hammer. Et c'est pas grave, parce que ce sera sûrement très bien. Mais je préférerais qu'il passe à autre chose aussi, quelque part. Tu vois, Black Hammer, il a fait tout, quoi. Il y a une dizaine de séries Black Hammer, il y a une quinzaine de séries Black Hammer, il y a les anthologies Black Hammer. On l'a pillé, ce concept récréatif d'explorer les mondes de super-héros autrement, sans la pression du mainstream et tout. Et ça a donné quasiment que des trucs bien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas le temps justement d'aller vers autre chose? Phantom Road, il avait dit, ce sera un peu mon Sandman, ce sera un peu, voilà, mon truc très Americana, très surréaliste et tout. Et c'était plein de promesses. Et ouais, j'avoue que ça m'a foutu un petit coup au moral quand même. Parce que, encore une fois, je préférerais savoir que Jeff Lemire vend, en fait, et que c'est quand même, pour moi, trop bizarre qu'un mec de ce calibre-là ne vende plus. Ça devrait pas être le cas, tu vois. Ou pas assez, ouais. Ou pas assez, mais parce que c'est l'indé, quoi. C'est les réalités,
forcément, on est content que Absolute ça marche très bien, mais c'est très certainement l'arbre qui cache déjà une partie de la forêt des comics de super-héros, mais qui cache aussi la réelle santé du comics en indé qui se porte pas super bien. Alors effectivement, on a toujours cette discussion de est-ce que techniquement un Energenverse, malgré les licences Transformers et G.I. Joe, t'as Void Rivals dedans, qui est une création originale en tant que telle, tu vois. Donc est-ce que ça, on peut dire, est-ce que ça fait partie des séries indé qui se vendent bien? Oui, mais c'est encore Kirkman, c'est ce que je disais. Oui, oui. Lui, il est éditeur, président de la maison d'édition et scénariste. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Il tient les cordons de la bourse, littéralement. Derrière, c'est vrai que de tête, là, je t'avoue, il faut que je me gratte le cerveau pour essayer de trouver un autre scénariste qui aurait réussi une telle prouesse. T'as quelques titres qui ont eu quelques gros boosts de vente et dont notamment avec des variantes. Tu sais, on parlait de Dork la dernière fois. Dork, apparemment, c'est une série qui, en tout cas, a trouvé un appel aux États-Unis. Moi, je reçois souvent quand même des mails de Skybound ou de Image qui disent que telle ou telle série part directement en réimpression le jour de la sortie du premier numéro parce que c'est sold out au niveau des retailers. Après, voilà, on n'a pas les chiffres du tirage. Donc voilà, si en fait ils en ont imprimé que 5000 numéros sur l'ensemble du territoire, ça fait pas beaucoup non plus. Donc après, tant mieux que ça parte en réimpression. C'est-à-dire quand même que il y a suffisamment de demandes là-dessus. Oui, mais Dork, tu peux le vendre aux gosses quelque part. Je pense pas qu'il y ait des gosses qui achètent Dork. Bon, dans ce cas, tu peux le vendre aux releases. Enfin, c'est une série comique, ça a pas le même engagement de... Oui. Enfin, moi, tu me donnes le choix de partir sur une île déserte avec Phantom Road ou Dork, j'hésite pas une demi-seconde, tu vois. Oui, tu pars avec Dork, ouais. J'ai bien compris. Non, je vais pas sur l'île déserte. Parce que pourquoi faire? C'est ridicule. Avec la montée des eaux, en plus, tu vas crever au bout de 5 ans. Moi, je reste chez moi, en fait, si on me propose. Je fais, non, j'ai pas que ça. Non, je suis désolé. Alors, t'as pas compris c'était quoi le jeu, en fait. Toi, quand on te fait un tu préfères, tu choisis toujours une troisième option que personne t'a proposé, quoi. Si on donne le choix d'aller sur une île déserte avec ci ou ça, je fais, alors dans ce cas-là, si on donne le choix d'aller sur une île déserte, c'est que j'ai le choix de ne pas y aller aussi. Ouais, c'est ça. Allez, non, et du côté de Jeff Lemire, il nous rappelle également quand même pour les côtés un peu plus bonnes nouvelles, qu'il a quand même aussi un contrat signé de 5 romans graphiques, 5 graphic novels qui doivent arriver là avec une trilogie qui s'appelle Mr. Oblivion avec Teddy Christiansen au dessin, mais surtout on sait désormais alors on savait déjà qu'il bossait avec Charlie Adlard pour un des 5 autres projets, et le 5e c'est avec Jesse Lonergan, donc voilà. On va quand même avoir un Jeff Lemire cross Jesse Lonergan. À mon avis, ça va être ultra banger. Et très compatible. Et peut-être aussi ultra pas vendable. En l'occurrence, parce que là, t'additionnes 2 mecs qui sont compliqués à vendre. Donc, tu les mets ensemble. Mais après, moins par mois, ça fait plus. Donc, on ne sait pas. Il faut espérer. Après, Cosmic Detective, c'est pas très bien vendu non plus. Et le moins par mois, du coup, a pas trop marché. Bah ouais, c'est dommage. Matt Kindt aussi, bon. Ouais, Matt Kindt aussi et David Rubin. Enfin, c'est trois personnes ultra talentueuses, mais effectivement, quand tu les additionnes ensemble, mais en même temps, on peut revenir dessus aussi, mais Love Everlasting, c'est Tom King, Elsa Chartier, et voilà, quoi, dessus. Ça aurait dû fonctionner. Sur le papier, normalement, mais vous ne nous avez pas écouté. Voilà. Et vous avez loupé une bonne histoire. C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave quand même, puisque la série... Non, c'est pas grave, ils seront de la thune autrement, heureusement, mais... j'attends de voir si l'adaptation arrive vraiment et que ça les motive à terminer la série, mais... dans tous les cas, ils ont pris le chèque, tu vois ce que je veux dire. Même oui, c'est sûr. King, il est pas à plaindre au niveau économique, mais... Non, j'imagine que non. Non, mais c'est plus pour nous. Enfin, on a commencé l'histoire quand même. Mais c'est là que moi, justement, c'est toujours frustrant d'avoir une histoire qui s'arrête à la moitié. Évidemment. Et c'est pour ça que, voilà, j'aimerais quand même qu'on salue ce truc-là de Jeff Lemire. Lui, il a pas de problème d'argent. Il dit, je vais terminer Phantom Road, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime cet univers-là. Ça ne me dérange pas qu'ils se vendent pas, je vais le terminer. Et promis, vous aurez l'attente en vaudra le coup. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de soutenir cet effort-là aussi, hein. Ça, c'est évidemment un critère, qui auraient abandonné en cours de route. Et là, vraiment, il a dit non, on va terminer cette histoire. Moi, je l'ai lancé pour une raison. Et c'est très rare, hein, dans le marché indé que tu puisses te permettre de faire ça, parce que dessiner, ça prend du temps. Écrire, ça prend du temps aussi, mais dessiner vraiment, Walta, pareil, beau gosse, parce que il aurait pu répondre, écoute, Jeff, je t'aime bien, mais on va faire stop, ça suffit, quoi. Ouais. On parlait de Christian Ward il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc ça me permet aussi de te lancer la transition sur The Forever Home avec Kivela au dessin, chez Onipress. Ouais, écoute, pourquoi pas, petit concept sympathique. Alors c'est l'histoire d'un scientifique qui a priori serait responsable dans l'effondrement de la civilisation humaine. C'est pas encore très clairement expliqué pourquoi. C'est le Dr Raoult. Blague française, clairement il y a que des Français qui l'auront. Mais qui, en fait, comprenant que c'est foutu, va créer un arche de protection, une maison triangulaire et souterraine, un bunker en vérité, pour sa famille, et dans lequel le temps passe différemment. C'est-à-dire qu'il se passe un peu comme dans la chambre de l'esprit du temps dans Dragon Ball. Il se passe 1 minute dans la chambre, il se passe 6 mois dans le monde extérieur.
Et donc, il va essayer un peu de se protéger du désordre et de rester planqué à l'abri le temps que ce qu'on peut comprendre comme l'effondrement climatique, hein, je suppose, se passe. Et qu'après, il puisse sortir avec sa famille et repeupler un monde nouveau, etc. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, puisque les gamins, sans faire gaffe, vont désactiver les protocoles de sécurité de la maison, et ce qui est planqué dehors va vouloir rentrer dedans. Donc, un concept très basique en fiction de l'horreur, c'est-à-dire, vous avez eu plein de films ou de BD comme ça, le côté nous sommes bien planqués, bien reclus, tout se passe comme prévu, et évidemment, les horreurs du monde extérieur, et puis pareil, propos sur la famille et tout, comme dans The Quiet Place, comme dans plein de trucs comme ça, la famille qui tente de survivre et qui tente de garder un semblant de civilisation encore en vie, se confronte à la dure réalité qu'en fait, l'être humain n'est pas grand-chose face à ce qu'il a engendré, et qu'à un moment donné, il va falloir payer la facture. Là, le coup de la science qui est rendue responsable de l'effondrement, et qui tente en plus de se protéger de son côté, c'est pas inintéressant. Moi, ça me fait vraiment penser effectivement à Nice House by the Lake, où il y a ce côté, on a créé un refuge pour un semblant d'être d'humanité pendant que le monde est en train de partir en vrille. Bon, là, il y aura pas d'aliens avec des lunettes, hein, mais voilà, ça passe un peu pour un truc comme ça. Les couvertures sont très jolies. Le coup de la structure triangulaire, ça peut être aussi une bonne idée de mise en scène. Ward, moi vraiment, je te dis, je suis client, mais j'étais déjà client de City of Madness avec Batman. Hein. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas apprécié cette BD-là, mais à mon sens, il a prouvé qu'il savait tenir un scénario. Son Two-Face était très bien. C'est pas incroyable, attention, hein, je dis bien, c'était très bien. J'ai pas dit que c'était mon scénariste préféré. The Patron, chez Ignition, le concept a l'air très vendeur. Ah, ça, je suis impatient. Ouais. Voilà, et celui-ci, pareil, il y a des bonnes idées, tu vois. Alors après, il faut voir comment c'est exécuté. Mais là, c'est pas compliqué à écrire comme histoire, je pense. Il y a déjà 1000, encore une fois, films d'horreur. Celui-là, sur Netflix, avec Mahershala Ali aussi, je crois, où tu sais, c'est pareil, c'est une famille qui part en vacances dans un chalet et c'est la fin du monde en parallèle. Ou le Shyamalan aussi, où t'as Dave Bautista qui vient. Ça, c'était de la merde, par contre. Ça, c'était de la merde. Ouais, oui, mais Cabin in the Woods, là. Non, c'était pas Cabin in the Woods, merde, mais. Non, c'est pas Cabin in the Woods. Mais ça reste des modèles qui existent, que tu peux analyser pour essayer de comprendre comment tu structures un récit comme celui-là. Je dis pas que c'est des bons films, mais voilà, je pense, Ward prend pas trop de risques avec cette histoire-là et qui, pareil, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais là, on est en train d'être en plein apocalypse. Je dis pas ça pour vous faire peur ou quoi, mais c'est le moment de noter à gauche, les gars. Ouais, c'était Knock at the Cabin. C'est le moment d'acheter des bunkers. Je vous conseille. Moi, j'ai pas d'argent, mais achetez des bunkers si vous pouvez. Et effectivement, voilà, c'est un concept qui est dans l'air du temps. Knock at the Cabin, du coup, c'était nul. Oh, c'était nul à chier. Ok. Bah, ça m'évite d'avoir à le regarder. Mais bref, grave chaud. Et l'artiste, effectivement, j'ai été voir ses planches sur Insta. Super travail de la perspective. Moi, client, j'ai envie de te dire. Je suis content. Tu focus pop, ça? Pourquoi pas? Très Pourquoi bien. pas? On y réfléchira. Du côté des Skybound, justement, on revient Skybound. On a The Universal Monsters, enfin le label Universal Monsters, qui a droit à une nouvelle édition avec The Bride of Frankenstein. Exactement. Alors. Par qui? Par Kelly Thompson. Hey. Et par l'artiste Mattia De Iulis, effectivement. avec qui ils avaient fait ensemble du Jessica Jones. Et Absolute Wonder Woman aussi, non? Alors c'est plutôt Aidan Sherman quand même. Mais il y a eu il y a une transition, c'est l'arc avec le labyrinthe. Est-ce que c'est lui qui a fait le fill-in? Bah, je me pose la question. C'est possible. Mais il semblait dans le communiqué de presse voir cette information. Oui, c'est possible. Mais bref, en tout cas, très bon dessinateur, bonne scénariste, bonne scénariste à défaut d'autre chose. Et c'est déjà pas mal. Kelly Thompson, bon, on peut penser ce qu'on veut de son... Créatrice de Jeff, quand même. Voilà. Bon, déjà, ça va pas forcément dans le sens de ce que j'allais dire. On peut penser dans ce qu'on veut de son côté cool, son côté gimmick, son côté écriture automatique et décompression. Mais là, c'est pas un projet où elle pourra faire des dialogues pour dire que toutes les meufs sont ultra stylées et qu'il y a pas de questions à se poser. Ce qui, moi, je trouve, tombe très vite dans le gimmick. C'est pas pour dire que toutes les meufs sont pas stylées. Oui, toutes les meufs sont stylées, mais la façon qu'elle a de l'écrire m'agace. Absolute Wonder Woman, c'était quand même beaucoup mieux, en l'occurrence. Effectivement, il avait fait du Absolute Wonder Woman sur quelques numéros avec elle. Avec le recul, pour moi, c'est une série qui écrase de tête et les épaules l'Absolute Superman. Hein. Ah ouais, mais s'il y a 2 projets à lire, à part Martian Manhunter, c'est vraiment Batman et Wonder Woman actuellement. Mais il avait aussi fait The Cull, qui était sa série en creator own, qui avait été prépubliée sur Substack à l'époque, et qui a ensuite été réimprimée. Bah non, parce que c'est inédit en VF pour l'instant, et ça a pas fait non plus beaucoup de bruit en VO, mais c'était ça avait été fait sur Substack au départ, puis après c'était chez Image qui l'avait publié. Trop bien. Et donc là, effectivement, vous connaissez le sujet, hein, la fiancée ou la bride de Frankenstein, c'est donc c'est cette femme créée par le docteur Frankenstein pour servir de compagne à la créature.
ce qui généralement se passe pas très bien, parce que bah voilà, la vie est ainsi faite. Créature qui vient bien du roman, mais qui là reprend le design du premier film, avec cette coupe de cheveux iconique et légendaire, qui a inspiré des générations entières de cosplay, d'artistes, de reprises et compagnie. Et de Mark Simpson, effectivement, Arnaud le dit en micro. Bon, le pitch a l'air effectivement assez basique. C'est nous allons vivre le point de vue de la bride pendant le film, enfin pendant les événements du film et du roman. Très bien. Je sais pas trop quoi te dire de plus. C'est un pamphlet donc manifestement féministe, évidemment, parce que c'est une femme qui a littéralement été créée pour être une épouse. Là, elle va chercher à ne pas être une épouse. Oui. C'est l'idée numéro 0 que tu peux avoir quand tu parles de ce personnage-là. Ça a l'air assez clair dans l'intention. Ouais. Bah après, c'est un peu la consigne de ces comics de commande, c'est qu'effectivement, on laisse quand même une place relativement restreinte aux artistes pour s'exprimer. Ils ont l'occasion de partir du film Universal et de donner un point de vue différent. Ce qui était le cas pour le Fantôme de l'Opéra, ce qui était le cas pour La Créature du Lac Noir, était quand même plus riche, à mon sens. C'était vraiment la seule histoire. Elle avait combien? Elle avait 1 million. Ouais, ça, oui, très riche alors. Quand même, c'est un bon petit. Merci de m'avoir dans les 0,3% du PIB. Du PIB. N'importe quoi. Mais bref, en général, globalement, ça reste quand même assez académique, comme BD. Moi, j'ai vraiment bien aimé le Fantôme de l'Opéra, l'Homme Invisible de Tignon, mais qui restait quand même très axé sur le film. Donc là, bon, voilà. Si on a une belle une belle BD sur la bride, avec un bon scénario par Kelly, oui, très bien. Très bien. C'est pas le projet que j'attends le plus. Et je me demande un peu ce qu'ils vont faire derrière, parce qu'on arrive un peu au bout de la logique quand même. Ah bah à un moment, après, oui. La bride, la momie, bah, soit t'as le crossover un peu débile entre tous les Universal Monsters. Non, j'ose espérer que non, parce que. Bah après, il y a un film Wolfman contre Frankenstein quand même, donc. Bah il y aura peut-être des. Il a existé chez Universal. Bah peut-être pas entre tous les personnages, mais peut-être entre différents trucs. Bah de toute façon, t'as fait Frankenstein et The Bride. Peut-être qu'à un moment tu feras une histoire avec les deux. Hein. Je pense qu'on est un peu au bout de la liste des monstres après celle-là, non? J'essaie de réfléchir. Non, je crois que c'est tout. Et puis l'accord aussi, il a une durée dans le temps. Tu peux faire des suites. Donc, tu peux faire des 2, des 3. Tu peux faire des. Tu peux faire des 2 et des 3. Tu vois. Franchement, t'inquiète pas que Universal a l'habitude d'exploiter des franchises. Donc. Non, Jekyll et Hyde, ils l'ont pas fait encore. Bah voilà. Donc voilà, ce sera Jekyll et Hyde par. Allez, c'est le moment de faire un pari. Christian Ward. Puisqu'il a fait Two Face. Hey. C'est pas con du tout, ceci étant. Mais c'est pas assez une resta de l'écriture. Non, peut-être Scott Snyder parce que il est fou. Bah, et ça marchera Christian bien. Ward qui fait Jekyll Hyde en full solo au dessin aussi. Pourquoi pas? C'est une idée. Moi, du coup, mon pari serait Jekyll et Hyde, peu importe qui y mettent dessus, parce que c'est un peu le dernier des grands monstres. Enfin, si on veut bien croire que c'est un monstre, qu'ils n'ont pas encore fait. Et peut-être après tous les comics un peu plus science-fiction, je sais pas. Oui, il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs à faire. Mais justement, si c'est pas le projet qui t'intéresse le plus chez Skybound, est-ce que le suivant, ce serait peut-être celui-là qui t'intéresse le plus? C'est-à-dire le crossover G.I. Joe Tomb Raider? Mais clairement. Par Kyle Higgins et Helena Cavagram. Mais tu vois, je veux dire, je ne dors plus la nuit. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. C'est toutes les nuits, je me réveille en disant, oh putain, ils vont faire un crossover entre Tomb Raider et G.I. Joe aurait mis l'American Hero. Et mon gars, j'en rêvais. Toujours cet accent du Sud qui arrive, quand tu te réveilles. Ouais, j'essaie de tamiser quand je viens ici. Ça doit être terrible de vivre avec toi, quoi. Genre, il me croise en convention. Oh, Corentin. Hey, comment tu vas? Tous les matins, t'es chat. Eh, bah oui. Donc, je vais les faire à l'italien. Ça marche pas. C'était pas du tout l'accent du Sud. Eh, bah oui. C'est l'accent de Mario, ça. Gâteau. C'est très au Sud, pour le coup, c'est sûr, mais. Eh, le petit chat, viens prendre de ta pâtée. Mais bon, ça marche. Même les Italiens ne parlent pas comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Donc, quel artiste italien t'avais interviewé qui parlait français? C'était Giuseppe Camuncoli. Ah non, mon ami! Non, est-ce que c'était lui? C'était le dessinateur de Undiscovered Country. Oui, bah c'est. Donc, est-ce que c'est lui? C'était Camuncoli? Ou est-ce qu'on confond avec un autre? Non, c'était pas Camuncoli. C'est celui qui avait un entreparti, non? Di Giandomenico. Non, c'est pas lui, Undiscovered Country. Non, pas du tout. Non, c'est Camuncoli. Tu me mets le doute. Et accessoirement, les gens s'en battent la race. Ouais, mais je vais quand même retrouver l'information, puisqu'on a bien, tu vois, on a bien meublé comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir te dire qui c'était. Et c'était Giuseppe Camuncoli, effectivement. Alors, il y a eu d'autres artistes en film un petit peu, mais c'était ça, et qu'il avait fait au début de l'interview, il fait, hey, buongiorno, mon ami, comme ça. À l'italienne. Donc oui, pour te répondre, écoute,
trouver une formule journalistique qui ne soit pas je m'en bats la race. C'est compliqué quand même. Il faut avoir du vocabulaire des fois. Hein. Ça ne me hérisse pas le poil. Ça ne me secoue pas l'une sans bouger l'autre. Donc bref, effectivement, il y a, donc si vous avez lu G.I. Joe, A Real American Hero 330, il y avait Lara Croft dedans. Oh, dans le château de Destro. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas possible, c'est pas le même. Elle cherche des trésors. Oui, il y a un trésor qui est planqué sur l'île de Cobra, et donc elle va aller s'associer avec Duke pour aller braquer l'île de Cobra. Et à la fin, ils ont fait un crossover et tout le monde sera heureux et ravi et content. Tout ceci participant. Parce que, alors, je peux quand même préciser, tu l'as pas dit, mais c'est bien l'univers G.I. Joe, A Real American de l'Ariama, ouais, Hero. De l'ancienne continuité. Voilà, ouais. un univers co-créé par Marvel, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que sinon on ne parlerait pas seulement des codes de G.I. Joe pour le plaisir, c'est que G.I. Joe a bien une racine comics, puisque G.I. Joe et Transformers n'existeraient pas sans Marvel. Enfin, les séries animées n'existeraient pas sans Marvel au départ. Donc ça fait bien partie de l'histoire des comics. Et cette licence-là, effectivement, avait été adaptée en BD ensuite par l'Ariyama et qui était considérée comme l'un des meilleurs comics sous licence depuis, qui avait traversé le temps jusqu'à IDW, qui avait laissé l'Ariyama continuer pendant que eux faisaient d'autres comics G.I. Joe. Et quand Kirkman avait repris le truc, il avait dit, écoutez, je suis pas un salaud, vous aimez cette série, ça fait quand même très longtemps qu'elle est en activité. Moi, je veux faire mes trucs de mon côté avec mes grands artistes et mes grands auteurs, mais on n'est pas des bêtes, je vous laisse l'Ariyama et en échange, vous me foutez la paix avec vous. Il y a que je connais, que j'aime bien. Et donc effectivement, paradoxalement, ils ont préféré faire ce crossover-là avec cette licence-là, qui est donc A Real American Hero, plutôt qu'avec l'Energonverse. Oui, mais parce que déjà, Lara Croft va pas faire grand-chose contre les races extraterrestres de Void Rivals ou les Transformers. Mais surtout, mais parce que tu sais pas. Oui, c'est vrai, je sais pas. Pardon. C'est qui le plus fort. Mais par contre, non, mais il y a les comics Tomb Raider, c'est aussi une certaine époque. Donc un certain esprit, donc ça me paraît plus logique de le faire avec l'Ariyama qui a aussi fait les comics G.I. Joe d'une certaine époque. Mais tu pourrais dire que Transformers c'est aussi une certaine époque. Tu vois, c'est beaucoup les années 80. Tu sais. Oui, mais vu que c'est intégré avec, il y a une modernisation quand même de, je sais pas. Écoute, t'as pas. Après moi je pense ça se discute, hein, mais ça se résume simplement à un truc, c'est qu'en fait Skybound n'a pas la licence Tomb Raider alors qu'ils ont la licence Hasbro avec leur partenariat. Ils n'ont pas signé avec Crystal Dynamics pour faire sur le long terme. Beaucoup de comics Tomb Raider, c'est juste une opération ponctuelle qui a pour but de flatter deux fandoms dans le sens du poil. Ça arrange bien aussi Crystal Dynamics, qui a la licence Tomb Raider, puisque tu as la série télé Tomb Raider qui arrive. Sur Netflix, elle est pas déjà sortie? Il y a ça, c'est la série animée, mais il y a une série live action, oui, avec Sophie Turner. Avec Sophie Turner, oui, t'as raison, qui aurait été écrite par Phoebe Waller-Bridge, si je ne dis pas de bêtises. Donc évidemment, et on avait vu, je crois. Il y avait Witchblade Tomb Raider aussi qui avait été annoncé. Je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. D'une bêtise. Non, moi j'ai. Il n'y a pas eu chez Topco un double crossover, tu sais, avec Marguerite Bennett et d'un côté et. Non, ça c'est Witchblade Vampirella. Et Paula Ganucho. Ah, si Witchblade Vampirella, t'as raison, je dis n'importe quoi. Witchblade. Après, peut-être que Witchblade Tomb Raider c'était avant. Il y a eu un crossover avant. Il n'y a pas eu un nouveau comics Tomb Raider qui a été annoncé. Si, chez IDW. Dark Horse. Dark Horse, c'est ça, exactement. Ils ont relancé une série. Ça a été relancé en janvier, là, normalement, chez Dark Horse. Merci. Donc, j'ai un peu tout confondu, mais effectivement, il y a un effort de remise en avant de Lara Croft dans les formats comics, je pense, à l'aune de relançons la licence, puisqu'elle va revenir. Il y a des jeux qui arrivent aussi, Il y a des jeux qui arrivent, effectivement. Un peu comme, je pense, on aura un nouvel Indiana Jones bientôt, parce que on aura sûrement un autre jeu Indiana Jones bientôt. Ou bientôt, pas bientôt, mais on aura un autre jeu Indiana Jones à un moment donné. Mon avis, Tomb Raider, je n'ai jamais aimé cette licence jusqu'au reboot de Crystal Dynamics. Je trouvais que c'était vulgaire, merdique et vraiment très désagréable à jouer. Qui espérait qu'on n'aurait pas d'autres haters. Voilà. J'ai dit mon avis, j'ai pas dit attention, j'ai pas dit que c'était un avis universel. Moi j'en ai fait plein, Tomb Raider, j'ai fait Anniversary, j'ai fait Tomb Raider 1, Tomb Raider 2. Les jeux pétés de bugs comme ça ne m'a jamais intéressé. Et le personnage de Lara Croft, j'ai toujours trouvé ça extrêmement vulgose. Très franchement, même quand j'étais gamin, je trouvais ça vulgose. Et pourtant, j'étais un gamin lubrique comme tout le monde, attention. Mais ce personnage-là, je trouvais ah ouais, vraiment. Franchement, moi, je trouvais ça plus sexy quand Samus crevait et qu'on perdait son armure que Tomb Raider. Franchement, enfin, moi, ça m'a jamais remué Tomb Raider. Je suis désolé. Les films avec Angelina Jolie, pareil, j'étais ado pourtant, j'ai trouvé ça nul. Et après ça, c'est peut-être parce que c'est des
films qui sont nuls. Ah ben ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Mais le reboot de Crystal Dynamics m'a vraiment motivé. Malheureusement, les suites étaient, je pense, assez inintéressantes. Ouais, ça se jouait, mais sans grand plaisir, en fait. C'est dommage, hein. Bah ouais. Moi, je les ai bien aimés, hein. Du coup, les reboots. Le reboot, le premier, je l'ai adoré. Vraiment, c'était un des jeux préférés de l'année quand il est sorti et tout. J'étais fan, ouais. Mais après, la suite, en fait, prenait un tournant qui était trop répétitif. Et puis, voilà. Les comics, j'ai lu ceux de Topco, qui bizarrement ont un côté cool quand même, parce que le design de Lara avec ses lunettes et compagnie, ça rendait bien avec l'esprit des comics Topco, en fait. C'est plutôt pas mal, tu vois. Enfin, si tu le prends comme un produit d'époque. Le fan comics les fans illustrations de Stepan Sejic, où elle a une romance avec Wonder Woman, limite ça m'intéresserait plus, paradoxalement, que ce produit-là, Tomb Raider, G.I. Joe. Les covers sont sympas. Je veux pas insulter votre enfance ni rien du tout, c'est mon avis, attention. Je comprends très bien que ce soit un truc super important, Tomb Raider, pour l'histoire des jeux vidéo, la place de la femme dans le jeu vidéo, etc., et que la 3D aussi en général et tout. Mais moi, personnellement, je m'en mes bas les steaks, mais tellement fort que, tu vois, ça fait du jus. Sur les murs, c'est des steaks très battus. L'imagerie devient un peu dégueulasse. Je m'en bats les steaks avec, tu sais, le marteau pour battre les steaks pour les avant de les faire griller, là, tu vois. Yes. Et toi, Arnaud, t'as un avis là-dessus parce que tu me laisses aller tout seul au charbon, mais en vérité, je sais que tu t'en bats les couilles aussi. Mais moi, à la différence, c'est que moi, juste été très charmé par Lara Croft étant petit, donc j'ai un affect amoureux qui est plus important que toi, j'imagine. J'avais pas les jeux, mais j'allais chez les copains pour regarder justement les copains jouer à Tomb Raider. Même à la génération PS2. Tu l'as eu la PS2, non? Non, j'ai commencé avec la PS3 en console de salon. Merde. Enfin, j'ai une 64 et après je suis passé à la PS3 quand j'étais à la fac. Quand j'étais à la fac, donc j'ai une très très longue période où ma seule console c'était une GBA puis une DS, quoi. Enfin, j'étais portable, quoi. Parce que astuce, mon père, mes parents pouvaient pas contrôler mon temps d'écran quand c'était une console portable dans la chambre. Alors que quand c'était dans la télé, t'es un peu fliqué, quoi. Donc j'avais trouvé l'astuce comme ça. Mais bref, du coup, j'ai pas. Non, mais par contre, moi je me rappelle très bien, par contre, de tous les. Quand j'étais au collège, tous les magazines, ils faisaient toujours des trucs avec Lara Croft et Lara Croft en robe échancrée, Lara Croft en maillot de bain, Lara Croft machin, ils usaient. Les publicités, c'était avec le surfeur et tout. C'est ça, c'était vraiment regardez, c'est une héroïne, mais quand même on va bien la sexualiser de partout pour effectivement faire kiffer les gosses, les ados que nous étions. Et j'imagine les jeunes de polygones pointus. Les jeunes adultes, non, mais parce qu'à partir d'un certain moment, enfin les jeux c'était des polygones, mais les artworks c'était tout le temps. Tout un bail avec les doubleuses aussi de Lara Croft, qui étaient assez souvent interviewées dans la presse de vidéo. Puis le cosplay, tout ça. Rappelle-toi des babes de l'E3 dans Console Plus. Mais encore aujourd'hui, c'est considéré comme un avatar du sexy absolu. Les cosplays Tomb Raider, ça marche du feu de Dieu à plein de niveaux. Moi, encore une fois, après c'est efficace, quoi. Peut-être que j'étais un peu dur. Moi, personnellement, je n'aime pas le gameplay de ces jeux parce qu'il me parle pas simplement. Et le personnage, effectivement, je trouve vraiment que c'était d'une tristesse d'avoir un tel engouement pour un truc qui reste finalement qu'une femme sexy, quoi, tu vois. Enfin, Samus Aran, je passe pas juste celle-là parce que c'est la seule qui vient en tête. T'as un truc à nous avouer, ouais, clairement. Non, mais je trouve sur les femmes en armure. Je trouve ça beaucoup plus cool si tu veux justement d'avoir une héroïne comme Samus qui est en fait simplement un personnage de jeu vidéo, en fait. Où le fait que ce soit une femme, c'est même presque pas un sujet. Tu vois, et que. Ouais, mais je pense qu'on se rend pas compte, on se rend pas compte de la déflagration qu'était Lara Croft à l'époque, je pense. Ouais, t'as raison. Tu vois. Clairement. Donc, voilà. Mais bref, au-delà de ces souvenirs de gosse, j'avais lu les comics de l'époque. Je pense que c'était chez Semic, peut-être, la VF qu'il y avait. Donc, j'en avais lu certains. Cela dit, les jeux, j'y ai plus touché depuis le troisième, là, c'était Rise of the Tomb Raider, même si j'aimais bien la formule, action-aventure classique, je les ai tous faits, même si j'ai trouvé, je les faisais plus par complétisme, mais parce que c'est le genre de jeu facile à jouer au final, où tu le finis en mode difficile pour te faire un peu de challenge, et puis ça reste cool. Le mode de tir était sympa. Mais je t'avoue, non, que la bande dessinée, alors en crossover avec G.I. Joe, je t'avoue qu'effectivement, si je devais trouver une formule plus adéquate, je dirais simplement que je serais qu'une vache qui regardera le train passer, quoi. Et je continuerai de brouter mon gazon qui est plus... Wow. Je sais pas d'autre. Très régional. Voilà, ouais, effectivement. Souvenir d'Alsace. T'imagines bien là dans le gazon en train de brouter. Le train tomberait. T'as un train où t'as Lara Croft qui se bat avec Duke et tout. T'es là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais continuer de brouter. Allez, non, du coup, et dernière annonce du côté de l'indé. Game March qui revient en full solo avec Ophusa, un thriller érotique qui nous arrive donc chez Image Comics. Nous, on garde un très bon souvenir de Carmen, qui était sa première BD, sa précédente BD
en solo, en création originale, qui avait d'ailleurs été, je crois, d'abord publié, qui avait d'abord été publié chez Dupuis. C'était une création qu'il avait faite peut-être sur le marché espagnol, mais en tout cas qui est arrivée d'abord en français chez Dupuis avant d'être exportée chez Image Comics, où là ils avaient mis la palanquée de couvertures variantes et tout ça pour l'occasion. Et donc là, a priori, c'est vrai que j'ai même pas checké, mais je crois qu'au Fusa ça sort d'abord chez Image, et donc faudra espérer. Moi j'ai essayé de trouver si c'était pas un truc espagnol, mais a priori non. Et ça reste du Guillaume March au sens où c'est un très bon dessinateur et qui peut même parfois être très onirique. Enfin, très bon dessinateur, tout le monde n'est pas client, hein. Mais par contre, il dessine quand même avec la main gauche dans ce libard, hein. Même Carmen, c'était quand même 90% de pages avec une nana à poil qui vole. Oui, mais c'était pas c'est pas un reproche, attention, j'ai bien aimé cette BD, on en a parlé et tout, j'ai pas de souci. Par contre, puis il a le droit, hein, il a le droit d'aimer les corps féminins, c'est un style. Mais dans le sens que c'était pas du matériel masturbatoire, quoi. C'était effectivement, elle était nue, mais il y avait pas d'ultra sexualisation du truc. Au contraire, c'était un truc sur un peu une sorte de soul, quoi. C'était sur la vie et la mort et l'acceptation de la vie que tu vas pas mener, etc. Qui était pour le coup vraiment une belle BD. Alors pourquoi c'était 100% de femme à poil, ça le regarde, et je ne fais pas de commentaires critiques par rapport à ça. Guillaume March, vous le connaissez aussi parce que Catwoman, le soutien-gorge de Catwoman, les sketchs de Catwoman, etc. C'est un homme qui aime bien les corps féminins, et chacun son délire. Là, un thriller érotique, quelque part, ça lui donc correspond bien. Comme on sait qu'il sait bien écrire, ça peut faire un bon thriller érotique. On sait que les artistes latins, particulièrement, c'est assez rigolo, ont un peu permis de leur tour en force du thriller érotique, avec Luana Vecchio, italienne, Mercandolfo, quelque part, je dis bien que c'est des gros guillemets, elle est pas du tout énervée au niveau du cul, etc., mais contre la Toura, etc., voilà. Et surtout, Maria Llobet, artiste espagnole, qui, voilà, il y a un truc quand même avec les cultures méditerranéennes et les galipettes, je sais pas. Mais là, effectivement, c'est un thriller érotique où un jeune cadre dynamique qui a une maîtresse, une femme, une copine à la ville, donc qui représente un bout de sa personnalité, un bout de lui-même, un bout de son rapport à l'érotisme. Il part en vacances et il va tomber amoureux, à l'inverse, d'une femme plutôt insulaire, dans un milieu un peu paradisiaque, une île, qui fait très, comment dirais-je, tropical. Et donc il va tomber amoureux d'elle aussi, et donc ça va interroger un petit peu cette espèce de trouble, de triangle amoureux, d'infidélité aussi potentielle, en sachant que chacun a des secrets, chacun a une vie passée, chacun a un rapport différent à l'autre. Donc moi j'ai confiance parce qu'effectivement Karen, c'est ça? Carmen, c'était... Voilà. Carmen avait quand même un côté existentialiste qui était vraiment très agréable, et un travail sur la perspective, quand elle vole au-dessus du ciel de, j'ai envie de dire, Madrid. C'était quand même très très bien illustré. Il y avait vraiment un artiste qui se faisait plaisir au niveau de la construction des plans, de la position de la caméra et tout, et des dialogues qui étaient plutôt bien sentis sur la place de l'être humain dans l'existence. Là, s'il peut en faire un truc justement sur quel choix on fait en amour, qu'est-ce que c'est que trouver la bonne personne, qu'est-ce que c'est que le rapport au sexe aussi, puis je rappelle, pour moi, est un sujet que la BD peut aborder, parce que ça fait partie de la vie, en fait, simplement, et du relationnel et du couple et compagnie. Ça peut être très sympa. Les premières planches font pas du tout masturbatoire, accessoirement, ça fait vraiment là, on voit le héros qui rencontre celle qui, du coup, j'imagine, sera au Fusa. Et ce que ça peut avoir d'intriguant et tout, de tomber amoureux. Donc franchement, ouais, pourquoi pas, ça reste un vrai thriller érotique, il y aura une couverture not safe for work et tout. Arnaud qui fait le point de la victoire en micro. Plein de couvertures NSFW. En sachant évidemment que voilà, encore une fois, Guillaume March, son travail sur les visages n'est pas du goût de tout le monde, que beaucoup de gens lui reprochent encore son approche du travail des super-héros. Il dessine mieux les fesses que les visages, ça c'est sûr. Oui, mais il a un goût pour les femmes très en forme, on va dire. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Kikou. Je suis chaud. T'es plus au client de ce genre de produit d'habitude. Je suis plus chaud parce qu'effectivement, moi tu me dis thriller érotique, moi Basic Instinct, ça reste une de mes déflagrations aussi de cinématographique. J'adore ce registre-là. De toute façon, vous le savez très bien, la violence et le cul, c'est un peu. T'as lu Voyeur de Léa Williams? Ah non, tiens. Sympa. Ouais. C'est sympa. Si c'est juste sympa, ne m'en parle pas. Vraiment. Non, mais c'est pour avoir ton avis, justement. Parce que moi, je trouve ça sympa, mais... Faut que j'aille le checker. Non, mais c'est vrai que c'est un registre que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé The Discipline de Peter Milligan et Alejandro Fernandez. Donc, je suis toujours assez client de ce genre de propositions. J'avais beaucoup aimé Carmen, et pas que pour le dessin, mais aussi pour ce que ça racontait. C'était une histoire qui était vraiment émouvante, et ça m'avait surpris, justement, parce que moi, j'avais l'habitude, effectivement, d'avoir ce Guillaume March qui avait fait effectivement cette scène avec Catwoman à l'époque, qui avait beaucoup crié
au final pour pas grand chose, parce que bon, c'est. Ils font l'amour, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça. Et habillé quand même. Donc, et Grant Morrison avait fait la même scène quelques temps plus tard dans Batman Inc., accessoirement. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait les artbooks qui étaient très, très, très sexy à cette époque-là. En tout cas, ceux que j'avais, je crois que j'en ai un en plus quelque part, Cover Girls, ça s'appelle quoi. Où effectivement, c'est du sexy, c'est du très sexy. Mais oui, mais donc, pour moi, c'est pas une critique de dire qu'il dessine avec la main dans le clébard. C'est un mec qui aime bien le cul. En BD, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Non, mais pour dire que je m'attendais pas à ce que Carmen soit aussi bien écrit par rapport à ça. Et c'est pour ça que là, je suis ultra client de, je crois que c'est son premier projet de nouveau en full creator own, donc il a mis des années à le faire. Parce que vraiment fait quasiment disparu en fait depuis Carmen. Non, il faisait des il a fait le Joker, c'est vrai. de Batman ou de Joker. Il a fait le Joker avec Jetty Ford. Ouais, tu vois. Donc il avait fait pas mal de trucs en mainstream, c'était juste voilà, et puis il se prenait le temps de pouvoir redessiner sa bande dessinée perso et de faire d'autres travaux de commande pour se permettre justement se prendre le temps de pouvoir faire son nouveau projet en creator own. Donc je suis assez curieux. Focus Pulp. Potentiellement. On verra. Il y a beaucoup de Focus Pulp là quand même. On en a 3, hein, donc quelque part, est-ce qu'on a fait du teasing, une pré-annonce pour le mois d'août, on verra bien. Mais du côté de Marvel maintenant, puisqu'on en a fini avec l'indé, voilà, on a parlé que d'indé pour l'instant, avec un petit peu de licence certes, mais de l'indé quand même. Marvel qui met fin à son partenariat avec la Shueisha. On n'aura plus de manga Marvel. Oui. Manga Marvel. Écoute, je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus dans le sens où effectivement c'était couru d'avance. Ils avaient déjà arrêté leur partenariat avec Shogakukan, qui était donc l'ancienne grande maison où il y avait Shueisha, qui après s'est divisée toute seule. C'est juste que est-ce que c'est un arrêt ou c'est plutôt juste un non-renouvellement, quoi. De toute façon, c'était un accord qui était signé pour une durée donnée, avec renouvellement possible ou pas à la fin. Ils ont choisi de ne pas renouveler. C'est simple, voilà, et parce que la Shueisha a pas besoin de ça. C'est le plus gros groupe d'édition de la Terre. Hein. La Shueisha, c'est One Piece. De la galaxie. Du monde, de l'univers, de toutes les réalités. Du multivers. Du plan du réel. Mais oui, parce que voilà, la Shueisha a pas besoin de Marvel pour vendre des mangas, et manga et Marvel. Et Marvel a pas besoin de la Shueisha pour vendre des comics, donc l'expérience était ludique, il y avait quelques trucs, je pense que le firmament va quand même rester, va quand même rester Deadpool Samurai. C'était vraiment le projet le plus intelligemment construit en termes de ce que tu peux faire avec le manga et Deadpool, ce qui n'était pas forcément le cas. Je veux dire, il y avait quand même le truc Secret Reverse avec Iron Man et Spider-Man qui vont au Japon et qui combattent un vilain qui a les cartes de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est le créateur de Yu-Gi-Oh! Moi, ce projet-là, je l'ai acheté parce que je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Et que c'est mon enfance et que ça restera la BD, l'ultime BD de Kazuki Takahashi avant que... Tu sais que ça ressort là dans une super édition perfect machin. Oui, mais j'ai pas besoin de dépenser non plus 40 000 balles dedans, tu vois. Enfin, c'est juste pour la collectionnite et parce que ça reste du Yu-Gi-Oh! Dans l'univers Marvel et que donc ça parle à de mes passions personnelles. Mais... Non, je veux dire, tu sais que Yu-Gi-Oh! Ressort cet été dans une fucking perfect edition. Je suis intéressé. Ouais. Pourquoi pas? Elle est super. Les premiers tomes, ils sont vénères. Enfin, c'était beaucoup plus violent dans mon souvenir. Oui. Vraiment, Yugi, c'était cruel, quoi. Le cerveau des gens, en fait. Ouais, c'est cruel. Il y avait des jeux, tu sais, où il fallait qu'ils se prennent des couteaux dans la main et tout. Bref. Il y a une partie qui est trop bien, qui est, je sais pas, au tome 6 ou 7, avec un jeu de plateau, où il se retrouve dans les figurines, là. C'était trop Mais l'animé est malheureusement un horrible mensonge par rapport à la réalité du manga. L'animé, c'est vraiment que le jeu de cartes. Une usine pour vendre des cartes et des jouets. Non, il y a juste le passage, c'est où ils jouent aux dés. Et en fait, ça fait des dés façon, Might and Magic, tu vois, où ils ont un jeu de plateau avec des... Enfin, c'est pas mal pour le coup, d'ailleurs. C'est celui-là, en fait, je pense. Et ils ont fait un jeu GBA, je crois, à l'époque de ce truc-là, qui était plutôt sympa, d'ailleurs. Mais effectivement, le manga est beaucoup plus hardcore, beaucoup plus vénère. Il y a un vrai truc par rapport aux origines pharaoniques de Yugi, qui va assez loin, d'ailleurs. Franchement, Yu-Gi-Oh! La fin était assez réussie, je trouve. Ce qui est rare pour un shonen de cette catégorie. Ils sont revenus là-dessus sur tout ce qui est pharaon. Il y a un film d'animation qui est sorti là, et c'était il y a 2 mois, qui avait une toute petite diffusion un peu limitée, tu sais, où ça sort que pendant un week-end. Et que j'étais allé voir. C'était rigolo. Bah ouais. À la fin, je vous spoile pas, mais tout le côté Bakura, en fait, était le vrai vilain depuis le début. Franchement, c'est une vraie promesse qui a été tenue, ça, pour le coup, ce qui est, pour le coup, encore une fois, assez rare pour des trucs qui deviennent des vrais phénomènes commerciaux comme ça et tout. Après, moi, j'ai pas lu les GX et tout, ou les U, je m'en bats les couilles. Mais bref, donc, c'est quand même son dernier travail avant de crever, quand même. Faut se le rappeler. Il est mort en essayant de sauver quelqu'un de la noyade, dans la baie de Osaka, je crois, ou Okinawa. Donc ça, c'est important pour le patrimoine parce que quand même, ces BD-là, elles vont disparaître. Et l'accord est pas renouvelé, ils vont pas rééditer ces projets-là. Donc, foncez dessus si ça vous intéresse de les conserver. Mais après, en dehors de ça, effectivement, moi, le manga, c'est Octogirl, Octopus Girl, je trouve ça, à la limite, au mieux bizarre, au pire assez malsain. Et le reste, j'en ai même quasiment rien à foutre. Hein. Moi, ces expériences sur le manga, je les trouve assez marrant 5 minutes.
dans la vraie vie, le manga fait du manga, le comics fait du comics. Il n'y a pas nécessité à faire du truc très poreux. Je serais beaucoup plus intéressé s'il y avait un accord avec des auteurs des maisons d'édition françaises, pour que des artistes français comme, je sais pas, Mathieu Bonhomme qui ferait, j'allais dire du Jonah Hex, mais c'est un peu du typecasting quelque part, mais ou les artistes du label qui feraient, on leur donnerait la licence pour faire chacun un petit projet Marvel ou DC. Là, je serais beaucoup plus intéressé. En revanche, dans les mangas, il y a quand même toujours en plus cette espèce de choc culturel il faut que les auteurs de manga transportent les personnages Marvel au Japon et dans des codes préétablis, parce que c'est toujours des modèles qui s'adaptent pour que ce soit réussi. Ça m'intéresse pas. Je serais beaucoup plus intéressé à faire un crossover, j'en sais rien, moi, Spirou et Hellblazer, tu vois, à la limite, que pour faire Kingpin et Spider-Man vont au Japon à la fin de l'ère Edo pour combattre des samouraïs et des ninjas. Là, voilà, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Jimmy Olsen des Fantasio. Très bonne idée. Plutôt. Très bonne idée par Matt Fraction. Yes, carrément. Allez, et pour terminer du côté de Marvel, on a quand même des nouvelles d'un graphic novel chez Marvel Comic Arts qui s'appelle Doctor Strange Endless Nightmare. C'est écrit par Kevin J. Anderson et illustré par Raoul Allen et Patricia Martin. Donc la team, on a adapté Dune en 3 bandes dessinées. Et donc ça va être super. C'est en gros Stephen Strange qui se retrouve face à un patient dans un hôpital qui lui dit que en fait la vie en tant que telle, en fait on est simplement le produit du rêve d'une entité surpuissante, et d'un coup le monde entier est frappé d'insomnie. Ça menace l'équilibre mondial. A priori il y a Nightmare, Cauchemar qui est impliqué là-dedans, donc il va aller se rendre dans le royaume, dans le Nightmare Realm pour résoudre tout ça. Forcément avec Raoul Allen et Patricia Martin au dessin, ça promet d'être absolument somptueux. Carrément. Les planches, le pitch est très intéressant, et les planches qui ont été dévoilées sont vraiment, il y en a vraiment certaines déjà qui sont vraiment très très belles, quoi. J'aime beaucoup Nightmare et je regrette qu'on ne le voit pas plus souvent. Il était dans un arc des Avengers de Jed MacKay qui n'était pas incroyable, malheureusement. Comme le reste des Avengers de Jed MacKay. Oui, mais en l'occurrence, c'est surtout une nouvelle entrée dans le label Marvel Arts de Abrams Comic Arts qui continue, qui à mon sens devient en fait, sans dire son nom au final, le seul équivalent d'un DC Black Label qu'on pourrait avoir. La différence près, c'est que c'est toujours des romans graphiques et c'est souvent des trucs assez courts. En l'occurrence, Elsewhere, c'est une trilogie, mais voilà. Parce que ce sera dans ce label-là aussi. Pas exactement. Voilà, chaque fois. Ça a été produit avant, ils l'ont juste racheté. Oui, ils l'ont récupéré. D'ailleurs, ils l'ont même pas racheté, ça leur appartient. Donc. Mais admettons que d'autres projets de la sorte puissent voir le jour. Admettons que Endless Nightmare pourrait être le premier tome. Spider-Man mexicain. D'une trilogie. Si ça marche bien, tu sais pas, peut-être qu'ils pourront en faire un. Moi, je vais écrire à Charles Kochman et je vais lui dire, je veux le Spider-Man mexicain. Mais par contre, oui, non, mais. Quiero el hombre araña mexicano. Pas mal. Mexicano plutôt, mais carrément. Bien joué, good game. Mais non, si c'était effectivement un vrai Black Label, je serais vraiment pas contre, parce que là, pareil, c'est le Thor de Powell. Le concept, enfin moi tu me dis Powell qui fait du Thor, je préférerais, tu vois, 2, 3, 4 tomes, tu vois. Oui. Ce sera un tout petit tome de 80 pages, je crois, et ça c'est un peu frustrant parce que l'offre elle existe, mais il y a pas l'amplitude du Black Label pour se faire plaisir. Après les Black Label c'est jamais des ongoing non plus, hein, donc. Non, mais le Gargoyle of Gotham, tu vois, c'est 4 numéros de 40 pages. Mais oui, c'est un peu plus long. Voilà. Mais donc voilà, donc ça arrive, et justement, j'imagine que ça c'est typiquement un projet qui arrivera même chez Huggin et Munin, puisqu'ils ont sorti les deux nouveaux Marvel Arts en début d'année avec le voyage Velocity Trap de Chip Kid et le voyage du super-héros de, alors j'ai plus le nom. Oui. McDowell. Oui. Un truc comme ça. Patrick McDowell, un truc comme ça. Andy McDowell. McDonnell, plutôt. Patrick McDonnell. Oui. Donc j'imagine que c'est un projet qui arrivera. C'est très très chelou. Voilà, qui arrivera. Mais alors que celui-là a l'air plus mainstream, en l'occurrence. Carrément. Alors que les deux autres c'était effectivement des projets plus autorisants, on va dire. Là, ça a l'air d'être un peu plus mainstream. Et on attend du coup de savoir où le prochain de Alex Ross, parce que il a annoncé un gros projet justement dans ce label-là, parce que le premier Alex Ross Full Circle c'était arrivé chez Panini Comics. Maintenant Alex Ross, on sait qu'il est en train de faire comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, Marvel Dimension. Celui-là, je sais pas du coup s'il arrivera chez Panini ou chez Huggin et Munin. Mais en tout cas, on est assez curieux aussi de le voir débarquer, celui-là. Du côté des écrans, ça va aller plus vite, évidemment, puisqu'on a passé déjà beaucoup de temps sur les comics, parce que on a un média spécialisé sur les comics. Bone Parish, pour du côté de la télévision, Bone Parish, qui est en développement pour la série télé. Mais qui c'est qui est derrière le projet? C'est Cullen Bunn. Oui, non, mais pour la série télé. Ah, je sais pas. Unit.
C'est 50 Cent qui produit cette série télé, figure-toi. Parce que 50 Cent, il a un accord avec la chaîne Stars qui produit la série Power, et ses nombreux spin-offs. Et c'est une production de 50 Cent Curtis Jackson, qui est un window shopper. Et voilà. Donc franchement, trop chelou comme assemblage de puissance, mais néanmoins, c'est vrai que ça ressemble pas mal à Power. Dans le sens où Bonne Parish, donc on suit un clan mafieux, on va dire un clan... Oui, non, un empire criminel mafieux, qui a fait sa fortune sur la vente d'une substance particulièrement bizarre, qui est en fait les cendres des défunts, synthétisées pour en faire de la drogue. Et quand tu prends ce shoot de drogue, tu t'en doutes, tu revis l'expérience et la vie des gens que tu viens de sniffer. Et donc c'est une drogue extrêmement addictive, parce que extrêmement potente, enfin extrêmement psychoactive, qui du coup fait que j'ai oublié leur nom, son nom italien, que la famille qui deal ce machin-là, du coup devient extrêmement riche extrêmement vite, et ça attire les convoitises des autres familles mafieuses, et donc ça va se tirer dans la gueule, et donc ça va être trahison et compagnie. Tout ce côté un peu, ouais, tu sais, la famille mafieuse au sens où ils sont très proches les uns des autres, et donc il y a vraiment aussi ce cœur émotionnel qui fait très Power aussi, qui est un peu le but de Power, et qui a donc probablement dû parler à Curtis Jackson. C'est des bons scénaristes qui s'en occupent, c'est plutôt une bonne chaîne, si on veut considérer que ce Power est une bonne série. En tout cas, ce sera produit par des gens qui ont envie de faire ce projet-là. Ça ressemble beaucoup à du Jackson dans l'idée. C'est crime, horreur et compagnie, ça peut carrément fonctionner. Plutôt un bon comics, en plus de Cullen Bunn, Bonne Parish. Je sais pas, je crois que c'est édité chez Delcourt, il me semble. Ouais, 3 tomes, ouais. Voilà, moi je vous la conseille. Honnêtement, si vous aimez la mafia et l'horreur, c'est un assemblage facile. Encore une fois, c'est les Lamentins de Cullen Bunn qui lui ont soufflé l'idée. Mais franchement, à mon sens, plutôt un projet qui est même réalisable. Contrairement à beaucoup de séries indé qui sont optionnées, là, tu sens qu'effectivement, vu que Power est un peu arrivé en bout de course, ça peut être une sorte de palliatif et qui a tous les éléments, tu sais, des séries un peu des années 2000, concept, accrocheur, bonne base scénaristique, voilà. Très bien. Et l'artiste, tu m'avais dit que c'est Jonas Scharf. Voilà. Jonas Scharf, ouais, c'était juste avant qu'il perce chez Marvel et que ça avec devienne Wasteland des mecs qui cassent Avengers, les tempêtes. Ouais, c'est ça, c'était exactement ça. Du reste, qu'est-ce qu'on a aussi dans la série télé? Ah oui, la série DC Crime qui avance un petit peu, puisque on a la voix de Gorilla Grodd qui a été trouvée pour ce projet un peu particulier qui doit faire intervenir Jimmy Olsen. Je me rappelle plus de son nom de famille pour le film Superman, mais en gros Jimmy Olsen qui fait comment le nom de l'acteur de Jimmy Olsen. Ah oui, non, dans Superman. Mais en gros, c'est un projet qui doit a priori faire suivre des enquêtes des membres du Daily Planet, et l'antagoniste de la première saison, normalement, ce sera donc Gorilla Grodd, ce fameux gorille inventé par John Broome et Carmine Infantino probablement dans les années dans The Flash 106, comme tout ce qui a été créé dans Flash. Voilà, qui est ce grand gorille au pouvoir télépathique qui peut Gorilla City. Voilà, qui peut contrôler l'esprit des autres, qui a effectivement Gorilla City. On avait vu Gorilla City dans la série The Flash de la CW, rappelez-vous. C'était vraiment réussi. C'était honnête. Non, attention, ils ont adapté Gorilla Grodd comme des grands. Ils l'ont vraiment pris tel quel. Ils ont dit Gorilla Grodd, on le prend au sérieux, on va pas se foutre de votre gueule et tout. C'était un gorille et avec du pouvoir télépathique. Honnêtement, à l'époque, je me souviens, tombé pas longtemps après Captain Marvel ou The Marvels, je me suis dit vraiment, les frères, ils viennent de mettre une vitesse à Marvel Studios, qui n'assume pas l'intelligence suprême et compagnie. Les mecs, ils ont dit gorille télépathe. Il l'avait fait avant Captain Marvel. Hold my beer. Ouais, mais il l'avait fait bien avant Captain Marvel. Non, mais je pensais à Gorilla City. Je sais plus non, mais Gorilla City, c'était assez tôt. Il me semble quand même. Tu crois? Non. Je sais pas. Non, c'était après la saison 3 au moins. Je sais plus. Enfin, bref, il y a eu tellement de saisons de The Flash aussi. Nous en fichons, ce n'est pas intéressant. Est-ce que j'ai le droit d'émettre des doutes circonspects? Alors attends, je vais juste dire que l'acteur en question, c'est Jimmy Tatro qui a été choisi, et en fait c'est un choix. En fait, quand tu regardes le parcours des deux créateurs de la série, donc Tony Yacenda et Dan Perro, qui est pas anodin puisque Tatro en fait avait participé à American Vandal, qui est leur série un peu documentaire qu'ils avaient faite pour Netflix, qui est la fameuse série où c'est une parodie des séries True Crime, où on s'interroge sur quelqu'un qui a tagué 27 voitures sur un parking d'un lycée avec des dessins de bites. Voilà, donc fabuleuse. Tout à fait. Fabuleuse série. Et dans lequel on a un peu ce côté, vu qu'on a bien bossé ensemble, on va te reprendre aussi pour cette série DC Crime où, voilà,
il donnera sa voix à Gorilla Grodd. On imagine bien que Gorilla Grodd, ce sera un mélange de CG. Oui. Enfin, moi, j'aimerais bien que ce soit un mélange de CG et d'animatronique. Dans la réalité, ce sera sûrement peut-être que des CG. Mais, toujours est-il Ou alors un vrai gorille. Voilà. Ou alors un vrai gorille. Non, mais je rigole. Non, bah, du coup, en plus, c'est un peu espèce protégée quand même. S'ils font pas un vrai chien, ils font pas un vrai gorille. Oui, non, et puis voilà, c'était la 3e saison, du coup, de The Flash Gorilla City. Donc, saison 3, faudrait que j'étais en 2017, donc c'était bien avant Captain Marvel. Ouais, c'était bien avant Captain Marvel. Oui, donc. Mais du coup, toi, tu voulais mettre des doutes sur DC Crime en tant que projet. Ouais, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est l'effet Supergirl, je suis un peu échaudé, mais cette arborescence de trucs Superman, comme Mister Terrific et tout, ça me paraît de plus en plus une fausse bonne idée, en fait. L'équipe créative est top, attention. Hein. Et ça peut sûrement être très bien, mais je pense que ça va pas intéresser grand monde, en fait. Surtout. C'est mon point d'interrogation. Je me demande s'ils sont pas en train, en fait, de balancer leur pognon dans les trucs qui n'ont pas de vraie potentialité économique. Bah, mais rappelle-toi quand James Gunn a été noté, on était chaud en disant c'est bon, c'est le weirdo qui est aux commandes, donc on va pouvoir avoir des trucs qui sortent de l'ordinaire. Très clairement. Parce que moi, en fait, je préfère justement, tu me dis, est-ce que je veux un projet DC Crime ou c'est un peu un truc marrant, gaulerie, un peu à part, plutôt un relaunch d'une série Green Arrow qui serait une série basique de super-héros, moi, je préfère voir ce que je n'ai pas déjà vu, en fait, tu vois. Oui, non, moi je m'interroge juste sur alors genre de projet dont DC a besoin actuellement. Le truc, c'est qu'effectivement, si ça m'intéresse, il y a des chances que ça intéresse pas grand monde dans la vraie vie aussi. C'est ça. C'est sûr. Parce que nous sommes des weirdos. Est-ce que les weirdos répondent bien aux productions enfin, les gens non weirdos répondent bien aux productions de weirdos. Mais je demande vraiment, attention, j'ai vraiment envie de me tromper, j'ai vraiment envie que DC Studios relève la tête, j'ai vraiment envie qu'on ait des bonnes nouvelles. Oui, puis relève la tête, c'est bon, ils se sont pris un gadin alors que tout le reste a été quand même très apprécié de façon générale. Créature Commando, ça a été apprécié. Peacemaker, c'était une réussite. J'ai peur, voilà. Je réponds comme ça, j'ai peur. C'est tout. Ouais, j'ai peur que Lantern fasse des bonnes audiences. Et vu que j'ai peur que Clayface se casse les gueules. J'ai vraiment peur. Vu que c'est un sentiment qui est irrationnel, je te laisse à... Ma fragilité s'est réveillée d'un coup à l'aune de Supergirl et je n'ai vraiment pas envie que ça se casse la gueule trop vite. Donc, s'il vous plaît. Allez, on termine du côté du cinéma, justement toujours avec DC Studios. Est-ce que tu as peur que le film Deathstroke and Bane se fasse ou se fasse pas? Est-ce que tu préfères qu'il se fasse? Parce qu'apparemment, un peu en lien avec la chute de Supergirl au cinéma, on aurait donné la priorité. Attention, c'est vraiment, il y a des tonnes d'abrutis et de gens qui ne méritent pas d'écrire sur Internet qui ont dit ça, et les forums, les pages de Snyder Zoos ou même de gens qui détestent de James Gunn pour des raisons idéologiques se sont empressés de dire ils paniquent, ils vont arrêter les gonzesses si on met deux mecs qui se tirent dessus, etc. Non, en fait, la vérité, c'est que ce projet, il est en commande depuis quasiment 2 ans. Oui, il y avait un traitement qui avait été fait, et Matthew Horton, le réalisateur, j'ai oublié son nom, de Superman, avait déjà été interviewé par Safran et par Gunn avant la sortie de Supergirl. Donc, il n'y a pas de correction de tir. Ce projet, il était prévu, il est en gestation. Les gens qui pensent que d'un coup d'un seul, parce que un film avec une super-héroïne s'est cassé la gueule, ils vont revenir au steak frites, vous êtes des crétins. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Arrêtez de voir le monde dans vos putains de lunettes binaires. Ils avaient prévu de faire ce projet dès la première année d'existence de DC Studios. Donc, voilà, ils avaient prévu de faire un film Sergeant Rock, qui est pas la perspective la plus woke du monde, soit dit en passant. Donc, si, parce que c'était par Luca Guadagnino, et donc ce Sergeant Rock aurait été gay. Pas forcément. Si, tu le sais. C'est vrai qu'effectivement. En plus, avec Daniel Craig. Pas beaucoup de films sans héros gay. Voilà, tu sais très bien que c'était ça le grand danger, le péril wokiste de ce Sergeant Rock. Je doute quand même que la sexualité de Sergeant Rock aurait été évoquée, c'est pas un personnage particulier. Il aurait été envoyé en mission pour sauver un soldat, et en fait, ça aurait été son amant. Ça aurait fini en tous et tout. Et après, ils se seraient tous. C'est vrai que par contre, Guadagnino, c'est très sexuel en plus. Bah oui. C'est pour ça que je pense que ça a pas dû d'ailleurs passer des steps de validation après l'échec de Queer et tout, mais. Avec des fusils baïonnettes qui auraient été qu'une allégorie de grand sexe turgescent. Ce que je veux dire. En érection. Vaillamment brandi. Calme-toi. Ce que je veux dire, c'est que Clayface, c'est pas particulièrement woke. Deathstroke et Bane, pas particulièrement woke non plus. Clayface. Peacemaker, on peut dire que c'est woke si on considère que les nazis, détester les nazis, c'est woke. Ouais, ils sont méchants comme par hasard. Comme par hasard. Les nazis, qu'est-ce qui ressemble le plus aux nazis? C'est mon camp politique à moi. Bah oui, peut-être pose-toi les questions à Brutier. Alors, par contre, Clayface,
il change de genre, il change d'identité. C'est un peu un non binaire. C'est méga dans Harley Quinn, il était trans. Je suis désolé. Voilà, c'est woke de ouf. Bref, gender fluid. Mais bref. Et c'était quoi l'autre projet? Deathstroke et Bane. Alors c'est compliqué quand même. Non, Lanterns aussi. Lanterns, il est noir, John Stewart. Ouais, c'est woke. Putain, Jordan, c'est woke de ouf, quoi. Ouais, non, les noirs, les femmes, les gays. Tout est woke. Oh là putain, là. c'est tellement woke, les gars, à croire qu'on peut être un héros sans être un homme blanc hétéro. Voilà, go woke, go broke. Mais la réalité du terrain, c'est qu'en fait, ce projet était prévu et que donc, le narratif correction de tir, il a aucune base tangible. Si vous relisez l'article de Puck, qui parle de ça, que j'ai pu justement ouvrir en faisant CTRL-U, comme ça qu'on passe les paywalls, vous voyez qu'en fait, il y a écrit une source nous a dit que la prochaine priorité c'était Deathstroke et Bane. Il n'y a pas écrit parce que Supergirl s'est cassé la gueule. C'est juste que actuellement, ils ont pas en fait d'autres projets qui soient prêts à l'emploi pour le cinéma. Enfin, on peut faire une petite liste, mais qu'est-ce qu'ils ont là de actif actuellement? Il n'y a pas de script pour Wonder Woman. Il n'y a pas de Batman. Il faut attendre que Bidule fasse sa trilogie. Les autres personnages comme Aquaman et compagnie, on va pas se mentir, c'est pas la priorité du tout. Parce que la licence a été un peu cornée avec le deuxième. Swamp Thing, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, en fait, là, actuellement, il rencontrait le réalisateur de Supergrave, encore une fois, avant Supergirl. Ça veut dire que le projet est probablement prêt à entrer en pré-production. Donc, il va certainement entrer en pré-production. La prochaine étape sera surtout de savoir si c'est bien le bon profil pour réaliser le film. Ma réponse, personnellement, c'est non. Je pense que ce mec-là n'est pas mon profil. Je pense qu'il faut arrêter de prendre des mecs qui font de l'action-comédie. Il faut faire un film sérieux, un film très sérieux, un film très bourrin, un film très débile, un film où deux mecs se tirent dessus, ou alors un vrai thriller à la hongkongaise ou quoi, tu vois. Et pas faire un Hobbs & Shaw, surtout pas un Hobbs & Shaw, surtout pas un film où ils seront en team-up ou quoi, s'il vous plaît. Vous me faites un vrai film où deux tueurs se poursuivent. Limite, tu fais la bataille des snipers de The War of Jokes and Riddles, tu sais, où Deathstroke et Deadshot se tiraient dessus pendant 4 jours façon le film The Wall là de Doug Liman. Et tu vas pas me faire de la comédie, surtout pas de la comédie. Limite, moi, j'avais dit, tu vas chercher Zack Snyder. Tu vas prendre Zack Snyder pour faire ce film-là, parce qu'il adore Deathstroke, et limite, tu recastes Manganiello pour faire plaisir aux débiles. Non, mais attention, ils le feront jamais, ça. C'est juste une perspective que je dis. Tu donnes du grain à moudre aux haters, en leur disant, nous, on n'est pas dans un camp ou un autre. On est là pour se faire kiffer avec les super-héros. Il y a un mec qui saurait faire ça, ce serait Snyder. Allons le chercher. Ou alors, on prend un Snyder-like, tu vois. J'aimerais, par exemple, qu'ils fassent un vrai film de cascadeur. Comme ça existe, tu vois, avec les John Wick, avec les Tyler Rake, avec tous ces machins-là où t'es là juste pour la baston. Tu prends Deathstroke et Bane, tu fais la même équivalence pour le cinéma des super-héros. Tu fais un film où Bane, il met des pêches à des mecs, il les envoie valdinguer, et Deathstroke, ultra tactique, il sort un couteau, il sort un flingue, il sort un sniper, et il te mitraille toute une pièce en 2 temps 3 mouvements. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Et pour aussi régaler, effectivement, sans vouloir parler de cinéma ou quoi, cette part du public qui se déplace pour voir ces films d'action, pour le plaisir visuel et sans avoir forcément besoin de rigoler. Parce que ça, je pense qu'effectivement, il faut en revenir. Il faut en revenir de un alien va chier du popcorn et on va dire que c'est un goût de merde. Il faut revenir de ces réflexes, en fait. C'est une bonne vanne, quand même. Ouais, c'était une bonne vanne. Ok. Ouais. Mais ça n'a rien à foutre dans Supergirl, tu vois. Ouais. Il faut en revenir de ça. Cette formule super-héros, on vient de le voir avec Supergirl, elle ne marche plus, elle ne convainc plus personne. L'action, comédie, famille et compagnie, stop, s'il vous plaît, vraiment, arrêtez. Faites un vrai, ça existe, les comics Deathstroke sérieux, ça existe, les comics Bane tout seul, remarque, non, ça existe pas. Bof, ouais. Mais moi, vous me dites, il y a une prime qui a été mise sur la tête de Bane, à Santa Prisca, Deathstroke y va, comme dans Tom King, quand Batman s'infiltre dans la forteresse pour la bataille finale. Tu me fais le même truc, mais avec Deathstroke à la place de Batman, je signe tous les matins, du moment que c'est baston, baston et baston. Donc faites-moi ce projet, s'il vous plaît, et arrêtez avec le comique. Parce que stop, quoi. Enfin, ouais, vraiment. Enfin, non. Dans les comics, on rigole pas toutes les semaines. Bah non. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, à voir de toute façon ce qu'il en ressortira, vu qu'on en a encore de toute façon à des étapes si éloignées de pré-production et tout ça qu'on est vraiment même pas sûr de pouvoir parler un jour réellement de ce film. On n'est même pas assuré de pouvoir faire un on-screen sur un éventuel film Deathstroke and Bane. Honnêtement, je pense si le fast-track pour de vrai, officialisation second semestre là. Il faut vite le fast-tracker. Et début de tournage printemps prochain, à mon avis, c'est faisable. Ça fait short quand même. Mais on verra.
En tout cas, on en a terminé pour ce podcast. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire sur notre site, à poursuivre la discussion sur notre Discord ou à mettre des commentaires sur nos différentes plateformes sur lesquelles ce podcast est diffusé, c'est-à-dire grosso modo toutes. Vous pouvez également partager le podcast, le diffuser autour de vous, en parler aux personnes dans la vraie vie. Vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee pour qu'on puisse continuer de vivre cette aventure podcastique sur le long terme. Merci en tous les cas à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!